Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Salut Lucas. Salut. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans les locaux d'Agora Pulse pour ce nouvel épisode de Design Journeys qu'on peut enfin enregistrer parce que j'ai un peu galéré à cause du Covid à te rencontrer. Ouais. Mais je suis hyper content parce qu'aujourd'hui on va enfin pouvoir parler de ton parcours, de ton très long parcours, de tout ce que tu as fait, de freelancing, de passage à l'UX design alors que tu étais graphic designer, bref, plein de choses. Mais avant qu'on parle de tout ça, Lucas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Déjà, je suis très content d'être là. Ça fait un petit moment que je connais ton podcast. Je l'ai découvert avec le premier, c'était le numéro 4, je crois, avec Romain Brio, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, s'il m'entend. Salut Romain. Donc, ça fait un petit moment que j'écoute et je suis super content de pouvoir parler ici. Et je me sens très chanceux aussi, donc déjà, merci. Avec plaisir. Alors, la question c'était, qui es-tu, Lucas? Donc, je m'appelle Lucas, j'ai 34 ans, ça fait 12 ans que je travaille dans le design. Ça fait 12 ans que j'ai fini mon master donc, et que j'ai commencé dans la publicité chez Publicis. Donc j'ai commencé dans le web design, même dans le design graphique. Hein. À l'époque, je faisais déjà du print. Je faisais du print, un peu de web design. C'est ensuite qu'est venue la spécialisation, mais je vais y revenir. Donc j'ai commencé dans la publicité. J'ai continué un petit peu dans la publicité pendant 2 ans, je crois. Je suis passé dans un collectif de freelance. On était encore dans la pub où là, je travaillais encore majoritairement sur du web design et du print. Puis j'ai travaillé chez Aiko, qui est une agence cross-channel, pour à un moment quitter la publicité parce que c'est pas mon truc. Alors avec tout le respect que j'ai pour mes copains publicitaires, c'était juste pas mon truc. Et de web design ensuite, je suis passé au design d'interface à l'UI. Ça, c'était en 2012, je crois, 2013, quand j'ai commencé à me lancer en indépendant. J'avais majoritairement des projets qui tournaient autour du digital. Ça va être long, hein, la partie freelance. Je suis désolé d'avance. Alors attends, je vais t'arrêter tout de suite. Ouais. Je sais que on va revenir dedans, donc je pense que on va creuser au fur et à mesure parce Ouais. que tu as répondu à ma première question qui est l'habituelle. Comment en es-tu venu à faire du design? Mais il y a un truc dans ton parcours, juste avant le design, c'est que tu as fait d'abord des études de socio et d'ethnographie. Et d'ethnologie, pardon. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis posé 2 questions. Comment t'es passé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tes études là-dedans? Et surtout, à quel moment t'as décidé d'arrêter ces études-là et de faire du design? Ok. Alors, le truc, c'est que moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Ma première passion, ça a toujours été le dessin. Ça a été le dessin et un petit peu plus tard, le jeu vidéo, mais majoritairement le dessin. Et ce qui est resté, c'est le dessin. À un moment, quand j'étais au lycée, je me suis posé la question justement, est-ce que je veux vraiment me diriger dans l'art? Je me souviens que je voulais faire des BD, je voulais créer des bandes dessinées. Et je pense qu'à un moment, j'ai peut-être par manque de confiance en moi, j'ai abandonné. En fait, je me suis dit c'est pas pour moi. Je me souviens que j'étais à Lille et qu'il y avait des écoles assez prestigieuses et je me disais que j'aurais jamais le niveau en fait. Et tout ça, je l'ai un peu laissé tomber et je suis allé un peu par défaut, je pense. Pour aller étudier justement à l'époque à Lille 3 pour faire ces études de sciences humaines. J'y suis resté un petit moment, puis en fait en ayant des conversations à droite à gauche, notamment avec des gens de ma famille, c'est eux qui m'ont un petit peu introduit à ce qu'on appelle la communication, pas forcément la publicité, mais plus la communication, où justement j'ai eu ces conversations de tu sais que dans le milieu de la communication, dans le milieu de la publicité, il y a ce qu'on appelle des créatifs, il y a ce qu'on appelle des DA, peut-être que ça pourrait être une bonne opportunité. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, je me suis lancé là-dedans, et puis à l'époque vraiment, je pense que j'étais bête, jeune et stupide, et je mesurais pas tous les tenants et les aboutissants de ce que ça voudrait dire, travailler dans la publicité, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui me plaisait aussi là-dedans, de se dire, ok, alors déjà, il y a une possibilité d'avoir peut-être un métier peut-être moins compétitif, parce que j'avais vraiment cette vision, et je sais pas pourquoi, mais très défaitiste en fait, de me dire, j'y arriverai pas dans le milieu de l'art, dans le milieu de la BD, c'est quelque chose que je ne sais même pas si c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que c'est vraiment une passion, c'est vraiment quelque chose que j'adore, même encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai décidé d'aller sur une autre voie en fait. Et donc j'ai fait des études de communication qui étaient absolument
Très généraliste. Hein, on va pas s'éterniser là-dessus parce que là, ça pourrait être le sujet d'un autre podcast. Mais disons que ce que ça m'a ouvert les portes, en tout cas à l'époque, de la production assistée par ordinateur, de la PAO, quelque chose que je connaissais pas du tout. Je me souviens qu'en première année, j'avais des élèves qui étaient dans ma classe qui m'ont fait découvrir Photoshop. Je trouvais ça absolument hallucinant. C'est waouh, mais tu peux dupliquer des trucs et tu peux créer ça et tu peux utiliser cet effet-là. Génial. Donc ça m'a un peu ouvert les yeux. Et puis ensuite, il y a eu via cette formation-là, on a pu faire des case studies avec des créations, etc. Où moi, je me suis très vite dirigé vers ce statut justement alors pas de DA, mais de graphiste à l'époque, pour ensuite explorer dans le milieu de la publicité. D'accord, donc on a des concepteurs rédacteurs, des directeurs artistiques, avant de passer par là, des assistants directeurs artistiques. Voilà. Et la spécialisation d'abord dans le web design, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de design d'interface, il y avait pas, ou peu en tout cas, on appelait ça de l'ergonomie, il n'y avait pas d'UX. Elle est venue naturellement par passion et aussi par les projets qui arrivaient devant moi. Justement, donc là tu viens de passer sur tout ton parcours et j'ai noté, enfin je vais pas revenir dans le détail, mais tu as fait plein de stages en fait, où j'avais l'impression un peu que tu te cherchais un peu, parce Bien que sûr. t'as fait c'est ce que tu viens de dire, tu as fait des rôles d'event manager, de graphic designer, de web designer, etc. Non mais je trouve ça hyper intéressant parce que quand je vois, j'en ai compté, il y en a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait plein. Ouais, non mais t'en as fait plein, mais au moins t'as testé, et c'est ça où je me suis dit, waouh, c'est ouf. Et après justement, t'es allé chez Publicis, comme tu disais, c'est là où... Là aussi, t'as testé plein de trucs en fait. Je vois, t'as fait web designer, digital project manager, et après t'as fait junior DA. Ouais. À quel moment tu t'es dit, ok, je vais aller dans la DA, c'est le truc qui m'intéresse, en tout cas pour l'instant. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Je crois que déjà, quand j'ai fait ce master, j'avais vraiment envie de... En fait, vu que j'étais introduit à tout un nouveau monde, entre guillemets, et plein de compétences et plein de domaines différents, il y a des opportunités qui sont venues à moi, notamment dans mes stages, mais là on parle ces stages, c'était il y a 17 ans, il y a 16-17 ans. Par exemple, le fait de travailler dans l'événementiel, j'avais envie de tester ces choses-là. Je pense qu'une des forces de cette formation que j'ai fait, justement, de ce master, c'est que sur l'espace de 4 ans, on avait 7 stages à faire. Et donc pour moi, c'était l'opportunité de me dire, ok, c'est maintenant qu'il faut que j'essaie des trucs pour savoir si j'ai envie de le faire. Et malgré le fait que durant tout ce master, j'avais toujours ce truc de oui, quand même, c'est la créa qui m'intéresse, c'est le graphisme. J'ai testé ces choses-là. Je suis allé faire de l'événementiel à Decathlon. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, tout en sachant qu'en faisant de l'événementiel à Decathlon, je m'arrangeais toujours pour que toute la communication graphique, ce soit moi qui m'en charge. Donc, il y avait toujours un côté un peu graphique et créatif quelque part. Et pour Publicis, j'ai aussi voulu tester. Alors, il y avait 2 choses. En gros, mon objectif, c'était vraiment d'aller chez Publicis Paris. En tout cas, pour mon dernier stage, ma dernière année de stage devait se faire à Paris. Moi, à l'époque, j'habitais à Lille, plus précisément à Villeneuve-d'Ascq. Et mon objectif, c'était, il faut que je trouve un stage à Publicis. Et en gros... C'est quoi la raison? C'est parce que c'est l'aura de Publicis? C'est l'aura, c'est le fait que j'avais beaucoup d'admiration pour ce que faisaient les mecs de chez Publicis Dialogue, les choses que faisait Marcel, etc. Et mon objectif, c'était d'avoir un stage chez eux. Et j'ai absolument pas pu trouver un stage de créa, mais j'ai trouvé un stage de chef de projet, et je me suis dit, je m'en fous, je passe par la petite porte, mais j'arriverai à faire des créas chez eux. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. J'ai détesté être chef de projet, ça me va pas du tout. Je suis désolé, je m'excuse si ma responsable de stage, Émilie, m'entend. Je suis désolé, j'ai tellement fait du mauvais travail, mais c'était pas fait pour moi. Et au final, en rencontrant les bonnes personnes, j'ai pu travailler en tant que freelance là-bas. Et c'était cool, mais ça m'a aussi montré que, alors c'était pas cette expérience qui me l'a fait dire, mais que la publicité, le graphisme dans la publicité, et je dirais même la conception dans la publicité, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Voilà. Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses en fait. Le fait de proposer des concepts qui sont, je trouve, complètement inversés à ce que nous on fait aujourd'hui, c'est-à-dire que dans le design d'expérience utilisateur, la personne qu'on met au centre de tout, c'est l'utilisateur. Quand on prend des décisions en réunion aujourd'hui, et par exemple qu'on n'est pas d'accord, en tout cas si le process est bien fait, c'est mon opinion, c'est pas moi qui prend cette décision, c'est pas le PM qui prend cette décision, c'est l'utilisateur. On va aller faire de l'A/B testing, on va aller chercher des insights, que ce soit dans la recherche. C'est vraiment mettre au centre le user, c'est lui.
c'est lui qui a le pouvoir d'une certaine manière. J'avais un certain, je sais pas, c'est un truc, c'est très personnel, hein, mais il y avait une certaine gêne en fait à pondre des concepts. Alors évidemment, on avait des planeurs stratégiques, qui d'ailleurs beaucoup de planeurs stratégiques aujourd'hui bossent dans l'UX ou dans la recherche. On avait des planeurs stratégiques qui venaient capter les tendances, qui venaient nous expliquer ce qu'on devait faire, mais en fait on servait quelque chose, on servait un concept, et derrière notre utilisateur, et c'était même pas l'utilisateur, c'est derrière le consommateur, il a aucun droit de regard dessus, entre guillemets. En tout cas à l'époque, je pense que c'est une discussion assez complexe, parce qu'aujourd'hui le consommateur il est remis au centre aussi, avec comment dire, l'avènement des social media, etc. Mais je pense que à l'époque, en 2009 et 2010, c'était pas encore le cas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, le consommateur a plus de voix, mais il y avait ce truc-là qui me plaisait pas. Et puis après, c'est très personnel, mais pour avoir testé la maxi grosse agence de pub, c'était pas trop mon truc. Voilà. Ah, je creuse un peu parce que c'est intéressant, même si c'est que ton point de vue, mais il est intéressant. Comme c'est la grosse agence de pub, je sais qu'on en reparlera ensuite parce que tu as fait des plus petites agences, mais c'est quoi? C'est le fait aussi où quand t'es junior DA, tu dois, excuse-moi l'expression, mais pisser de la maquette et juste faire en sorte que ça délivre vite pour satisfaire le client et passer au client d'après. Ouais, il y a de ça. Ouais, il y a de ça. Mais c'est aussi ce que j'entends, alors moi je ne l'ai jamais fait, mais c'est aussi ce que j'entends aujourd'hui du UX designer ou du UI designer, quand c'est même problématique parce qu'ils sont en agence. Quand je recrute ou j'ai affaire à beaucoup de typologies de designers différents. Et c'est souvent un feedback qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se pencher vraiment sur une problématique, on n'a pas le temps d'explorer des différentes versions avec des retours des users, parce qu'on est pressé par ça, parce que c'est ok, on vend un package, ce package il va durer tant de temps, en 3 mois ou 3 ou 6 mois tu dois vendre ce truc-là, et hop on passe à autre chose. Donc je sais pas si c'est une problématique qui est inhérente à la publicité. Ok, très bien. Après Publicis, tu l'as dit tout à l'heure, tu passes chez Aiko. Ouais. D'ailleurs, Publicis, tu y restes pas très longtemps en fait. Non, c'est du freelance, hein. Donc en gros, on m'a pris et on m'a acheté quand on n'avait plus besoin de moi. Mais c'est normal, j'étais junior. Je pense d'ailleurs, j'ai même fait du storyboarding là-bas. Mais du storyboarding, mais aujourd'hui j'ai honte de ce que j'ai fait, quoi. Enfin, littéralement, le directeur de création, il a été super sympa avec moi. D'ailleurs, c'est assez marrant ce qui s'est passé pour cette histoire-là, parce que c'est un peu un truc de film. Enfin, c'était très bizarre. En gros, j'allais tout le temps fumer mes clopes à l'étage de Marcel. Et moi, à l'époque, j'étais un chef de projet, quoi. Donc, j'étais un chef de projet. Alors, je m'entendais très bien avec les créas, etc., évidemment. Mais je restais un chef de projet qui venait fumer ses clopes, qui a rien à voir avec la créa. Et je sais pas pourquoi, un jour, je me suis mis à discuter avec, à l'époque, le directeur de création de Publicis Dialogue. Donc, un mec, pour moi, à l'époque, à mes yeux, c'est une rockstar, quoi. Il a l'âge que j'ai aujourd'hui. Il gère des trucs comme Hermès. Il gère des super grands noms. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça arrive, mais il en vient à me dire: demain tu me montres ton book, tu me montres ce que tu dessines. Ok, je suis complètement abasourdi par ce truc-là. Et c'est lui qui m'a dit, après avoir vu mon book, il m'a dit: mais qu'est-ce que tu fous là chez les commerciaux, entre guillemets, on va te faire travailler en créa. Et là, c'était un rêve qui devenait réalité. Voilà, c'était top. Mais ça change pas que j'ai pas beaucoup travaillé là-bas. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, tu vas chez Aiko, ouais. Mais tu restes pas très longtemps non plus, parce que ouais. je vois, tu restes de juin à décembre 2011. Ouais. C'est quoi? C'est pareil, t'es dans une agence, mais tu te rends compte que la petite agence, ça fonctionne comme la grosse agence, et tu veux passer. Ah non, là, je préfère être transparent là-dessus. Il y avait déjà ce truc d'agence de pub qui me convenait pas, en fait. Même si il y avait des projets plutôt sympas, c'était pas spécialement ce qui m'intéressait. Donc après ce passage chez Aiko, ouais. tu vas dans l'agence Solar, et j'ai vu que tu avais décrit ça comme une agence type startup. Ouais. Et je me suis demandé, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est encore plus intéressant dans le sens, est-ce qu'il y avait vraiment une différence par rapport aux agences traditionnelles, on va dire? Ok. Alors, en gros, c'était un de mes anciens maîtres de stage. Je crois que c'était en 2000. Oh là là. Oh, tu vas me chercher sur des trucs là. Un de mes anciens maîtres de stage qui créait un collectif de freelance, en fait, un collectif de freelance qui s'appelle le Solar Squad, où c'était un collectif de directeurs artistiques, de graphistes, et l'objectif c'était d'agir comme une agence. Donc ils sont venus me chercher
je crois qu'ils sont venus me chercher pendant que j'étais chez Aiko en fait. Il y avait déjà cette possibilité où en plus moi mon ancien maître de stage c'était un peu à l'époque mon modèle. Humainement et professionnellement je trouvais que ce qu'il faisait c'était top. Et on a continué là-dessus. Puis en fait quand j'ai fini Aiko ils m'ont demandé de venir. Ils m'ont demandé de venir chez eux. Et là il y a la dure réalité qui nous a rattrapés. C'est-à-dire que en fait on proposait des prestations de freelance à des prix d'agence. Ce qui fait que eux ils travaillaient pour à l'époque Milka, McDonald's, mais on n'avait pas assez de sujets, on n'avait pas assez de budget pour faire vivre tout le monde entre guillemets. Moi à côté de ça j'avais déjà des propositions en freelance et en fait on s'est quitté en tout bien tout honneur mais moi je leur ai dit écoutez les gars au bout d'un moment il faut quand même que je paie mon loyer. Donc c'était une expérience qui était très sympa. On avait nos locaux, on a créé l'identité graphique. J'ai pas mal bossé sur le branding de Solar pendant un moment et c'était super excitant, c'était super drôle. Il y avait un mélange de BD, un mélange de motion design, mais d'un autre côté, moi j'étais face à la réalité de je suis en train d'avoir des propositions en freelance et quand je leur propose les tarifs de Solar concrètement, on me dit tout de suite mais vous êtes 1000 fois trop cher. Et quand je prends ces briefs de mon côté et que je leur propose des tarifs de graphiste débutant, c'est-à-dire 350 € la journée, tout va bien. Donc au bout d'un moment, on a dû se séparer pour ça et c'est là que j'ai commencé à être free. Et là, tu commences en tant que free, graphic designer, web designer, enfin. J'ai fait tellement de trucs. Oh là là, j'ai fait des paquets de gâteaux, j'ai fait des communiqués de presse géants verts, incroyables. J'ai littéralement designé un truc, un communiqué de presse qui parlait d'une nouvelle boîte, comment on appelle ça, conserve géant vert, mais super bien payé. Déjà, on me payait pour ça 3000 balles, c'était lunaire. Et donc j'ai fait, à l'époque... je travaillais sur du print, je faisais encore de l'illustration, j'ai fait pas mal d'illustrations, on n'en a pas parlé, mais j'ai continué à faire pas mal d'illustrations jusque 2014, je pense, et aussi évidemment du web design. Et donc il y a le côté alimentaire, il y a le côté d'un autre, on vient me chercher avec des trucs que je facture 3500 € pour 4 pages qui sont pas du tout excitantes, mais bon à l'époque j'avais je sais pas 25 ans, 26 ans, donc je les prends, et puis comparativement, j'ai aussi des projets en web design, des projets en design d'interface. Je crois d'ailleurs que la première app sur laquelle j'ai bossé, c'était chez Aiko justement, et c'était pour un BlackBerry super ancien, c'était pour M6 Music Live. Bref, mais là je m'égare. Ouais. Et voilà. Et la spécialisation vient au fur et à mesure où en fait j'ai de plus en plus de projets web, j'ai de plus en plus de projets UI. Et ensuite, j'imagine que tu veux faire le... Ouais, mais d'abord, je vais revenir sur un point, parce qu'effectivement, tu as évoqué vite fait les illustrations. En fait, il y a un truc dans ton parcours qui m'a rendu fou, c'est que tu as fait de l'ADA, du web design, du branding, de l'illustration. Ce que tu fais encore aujourd'hui, on en reparlera après, parce que tu t'es formé à l'UX, on va en reparler. Comment tu as appris tout ça? Enfin, je veux dire, à un moment, quand est-ce que tu as matériellement le temps de maîtriser tout ce spectre? Alors, déjà, moi, je vais être très honnête. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'ai été expert dans toutes ces choses-là. Par exemple, tu vois, le storyboarding, pour en reparler chez Publicis, mais c'était une blague. Mon niveau d'illustration est tout à fait correct, mais il y a des choses que je ne maîtrise absolument pas. Le print, par exemple, c'était vraiment... je faisais des projets qui, pour moi, avec le recul, comparativement à la hauteur des projets et à l'importance des projets, pourquoi pas, mais en tout cas je me suis jamais targué d'être un expert sur ces choses-là. À l'époque j'étais je pense entre un généraliste avec toutes les qualités et tous les inconvénients que ça peut avoir, le fameux Jack of all trades, Master of none, quoi. Donc je fais beaucoup de choses, mais entre guillemets c'est comme ça que je me voyais à l'époque. Je ne maîtrise rien, vraiment, je suis expert dans rien. Je pense qu'aujourd'hui c'est une force, notamment après 12 ans de boulot où j'en arrive ici aujourd'hui chez Agora Apple, et j'ai autant d'expertise dans le product design que dans le branding. Je sais vraiment de quoi je parle aujourd'hui, mais à l'époque, quand ça fait 2 ans que tu bosses, 3 ans et que tu essaies un peu de toucher à tout, entre guillemets, c'était pas de l'expertise à tous les niveaux, vraiment pas. Mais c'était formateur. Ouais, c'est des connaissances que tu vas réutiliser plus tard. On en reparlera tout à l'heure, mais bien sûr. Du coup, tu es freelance, tu maîtrises toutes ces compétences. En tout cas, je navigue. Tu navigues et tu l'utilises comme ça. Et à un moment, tu décides de progresser en UX design. C'est comme ça que tu le décris sur ton profil LinkedIn. Et donc, on est en 2012. Ça commence à arriver tranquillement en France. Pourquoi l'UX design plutôt que, je sais pas, t'améliorer en illustration, t'améliorer...
Ouais, je pense que c'est vraiment, pour moi, ça a été une passion, vraiment. Enfin, de toute manière, ce boulot-là, ça a toujours été une passion. Ça a toujours, il y a toujours eu un côté très personnel dans ce qu'on faisait, dans ce que je faisais, dans l'illustration, etc. Mais le web design, déjà, le web design, puis le design d'interface, puis l'UX, ça a été, en fait, tout naturel. C'est pas uniquement parce qu'il y avait de plus en plus de demandes là-dessus. C'est vraiment que je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était ça, quoi. C'était designer de belles interfaces, designer des sites, que ce soit des sites e-commerce ou des landing pages ou même des produits, évidemment. Après, c'était ça. Et je pense, encore une fois, c'est très personnel. C'est ce que ça m'a fait. En tout cas, c'est à partir du moment où on est vraiment passionné par le design d'interface, on en vient naturellement à vouloir étendre son éventail pardon, d'expertise et de possibilités vers le design d'expérience, donc vers l'UX. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et tu fais comment pour acquérir cette compétence? Parce que l'UX, c'est quand même un domaine vaste. Ouais. Ça va de ce que tu disais tout à l'heure, parler avec des utilisateurs, des clients, comprendre Ouais. comment ils font, organiser une page, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses. Et à l'époque, comme c'est pas super trendy comme aujourd'hui, comment tu découvres, comment tu apprends, comment tu développes tes compétences dessus? Ok. Alors déjà, je dois avoir 8000 bouquins dans ma bibliothèque à propos du design d'interface, à propos du design d'expérience utilisateur, à propos de l'ergonomie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que ça commençait sérieusement à se démocratiser, notamment avec la plateforme YouTube. Merci YouTube, merci Internet. Aujourd'hui, je veux dire, on a tellement de possibilités et ça commençait déjà à l'époque de pouvoir apprendre des meilleurs, de pouvoir apprendre sur des sujets très spécifiques, de pouvoir s'immerger pendant 2 heures dans des case studies, il y a tellement de possibilités grâce à Internet, et moi je suis clairement un enfant de ça. Je suis un enfant des bouquins, oui, mais aussi de cet avènement-là, d'avoir accès à cette connaissance où tu peux te former. Alors, je vais prendre des pincettes là-dessus parce que moi je suis très content de m'être auto-formé, mais je sais qu'il y avait des gros trous dans la raquette pendant un moment par rapport à l'auto-formation justement. Il y a des choses qui manquent, on a des lacunes, il y a des choses qu'on pense pas forcément à aller chercher, même avec toute la comment dire, la bonne volonté du monde, il y a des choses qu'on rate et que soit on l'apprend de manière difficile, où on se dit putain, excusez-moi, sur un projet, j'ai complètement oublié ce truc-là. C'est une autre manière d'apprendre, entre guillemets, encore une fois, qui a ses avantages et ses inconvénients. Et donc voilà, pour moi, c'était assez naturel de se diriger vers ça, parce que j'avais envie de pouvoir me dire que je faisais aussi efficacement, et encore une fois, c'était avec toute ma naïveté de l'époque, pouvoir faire aussi efficacement du design d'interface que du design d'expérience utilisateur. Pourquoi je dis aussi naïvement, c'est que même encore aujourd'hui, moi, des choses, j'en apprends tous les jours. Je pense que c'est en tout cas c'est une bonne mentalité d'essayer de se dire, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, de me dire, d'avoir ce statut de ceinture blanche en fait, de se dire c'est un peu mon premier jour et je suis toujours en train d'apprendre. J'essaye toujours d'apprendre sur plein de choses, la recherche, le management, la data, et en fait c'est de voir que c'est sans fin presque, et c'est top. Et encore, plus le temps passe, plus tu ajoutes des nouvelles cordes à ton arc, Ouais. l'UX-writing, etc. Ah, c'est trop bien. Ça s'arrête jamais. C'est trop bien, c'est génial. Dans ce que tu dis tout à l'heure, si tu parlais des bouquins, et c'est bien les bouquins, mais c'est lourd. Surtout quand on voyage. Ouais. Je sais, c'est une transition capillotractée. Ah, bien joué. Mais parce qu'après, en fait, t'es freelance, tu développes ses compétences et après tu commences à te spécialiser donc dans le product design et tu pars à l'étranger. Tu commences d'abord par l'Australie. Ouais. La question c'est pourquoi tu décides de partir à l'étranger? Ok. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est en 2014, j'ai perdu un de mes plus gros clients. J'ai fait l'erreur, peut-être à peu près comme tous les freelances quand ils sont plus jeunes, j'ai fait l'erreur de miser 80% de mon chiffre d'affaires sur un seul client, ce qui est débile, mais des fois t'as pas forcément le choix quand t'as pas encore de renommée, quand t'as pas le choix, tout simplement. Donc j'ai perdu ce client-là, et ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que, notamment quand je faisais mon master, j'avais jamais beaucoup voyagé, et que j'étais sur le point d'avoir 26 ou 27 ans, je crois. Et en fait, ces deux choses en même temps m'ont fait dire, bon, t'as deux choix. Soit tu t'appuies-toi sur ton sort et tu restes chez toi et rien change. Soit, en fait, je sais pas, viens, pars en Australie, tiens, prends un ticket, puis va là-bas. Et mon
mon ambition première quand je suis parti là-bas, c'était déjà, je suis parti, je connaissais personne. Mon ambition première, c'était pas forcément de travailler dans ce que je faisais, c'était peut-être d'expérimenter le fameux Working Holiday Visa, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que en lisant des trucs à droite à gauche et en rencontrant des gens aussi, le taux horaire de ce que je faisais était très bien payé. Donc je me suis dit, mais attends Lucas, non, en fait, évidemment, j'ai fait d'autres petits métiers à côté. J'ai passé l'aspirateur au Melbourne Stadium de minuit jusqu'à 8h du matin. J'ai été plongeur dans des mariages vietnamiens. Donc pour info, les mariages vietnamiens, c'est genre 4000 assiettes. J'ai fait ces choses-là, mais aussi j'ai saisi l'opportunité de travailler en tant que designer dans ces pays. En fait, c'est ce qui a été le starter de OK, c'est ça, c'est ce que je veux faire, c'est ce qui m'intéresse. Donc il y avait deux choses. Il y avait le fait d'aller chercher des clients en Australie et ensuite dans d'autres pays, et aussi de garder des clients français. En web design, en UI. Enfin, là, on peut s'écarter du web design parce qu'on est en 2015, on peut dire UI et UX maintenant. Et de continuer à travailler pour ces clients français-là. Et donc, ensuite, ça a continué. Alors, justement, j'ai deux questions sur ces deux points-là. Ouais. Parlons d'abord de l'Australie. Ouais. Tu découvres des clients là-bas ou tu travailles pour des agences en tant que freelance? Comment ça se passe? Comment tu fais pour travailler avec des gens, trouver du monde? Alors, il y a eu plusieurs choses. La première, ça a été, je crois que ça s'appelle l'équivalent de Craigslist. Je crois, il y a un équivalent. Oui, je crois que ça s'appelle Gumtree. Gumtree, ouais. Gumtree. Donc, il y a le fameux Gumtree qui est le bon coin d'Australie où je poste mon portfolio, je poste mon book, quoi. Et donc, j'ai des retours. Alors, ça va de mecs qui me demandent, qui font partie d'aucune boîte, qui me demandent des trucs complètement lunaires. Crée-moi un site pour demain pour 400 $ australiens. Et c'est pas du tout. Et ça passe aussi par des petits studios de création ou des agences de communication ou des agences médias à Melbourne qui ont des problématiques pareilles de sites, mais de sites externalisés, etc. Donc ça passe par là. Il y a ça. Il y a aussi le fait que c'est là que je commence je sais pas, mais en tout cas c'est là que je me rends compte de la puissance de LinkedIn entre guillemets, ou simplement en allant chercher des recruteurs ou en passant par des espèces d'équivalents de SS2I à Melbourne, etc. où je passe des entretiens avec ces personnes-là. Donc tu arrives dans la pièce, concrètement, ils te disent OK, qu'est-ce que tu sais faire, c'est quoi ton TJM, etc. et qui viennent te placer. Donc c'est comme ça que j'ai pu bosser chez JWT, chez Leo Burnett, je crois. Je sais plus si c'était à Sydney ou à Melbourne. Donc il y a eu ça, et puis c'était les deux canaux principaux. Ouais. Ok, et quand tu travaillais pour des agences, par exemple, est-ce que tu as ressenti la même chose que ce que tu as ressenti dans les agences françaises? Question piège, ça, je sais pas trop quoi dire. À quel niveau? Au global, en fait, si tu veux, je vais te poser une question beaucoup plus large, qui est comme tu faisais du product design en Australie, est-ce que avec le recul par rapport à la France, est-ce que tu as senti une différence dans les manières de travailler, dans les manières d'aborder le design dans sa globalité? Est-ce que tu étais considéré comme un simple exécutant ou est-ce qu'il y avait vraiment un rôle plus important? Oh non, je pense que j'étais encore considéré comme un simple exécutant. Mais un bon exécutant. Mais dans le sens où, évidemment, j'avais pas le degré de responsabilité que j'ai aujourd'hui, ce qui peut aussi s'expliquer par là. Est-ce qu'il y avait une manière différente d'aborder l'UX et l'UI? C'est ça que je trouvais assez cool, c'est que vu qu'aujourd'hui on a des process, on a des méthodologies qui sont connues dans le monde entier, qui sont partagées comme par le Norman Nielsen Group, par énormément d'autres, j'allais dire sites internet, c'est pas le cas, mais d'autres groupes ou en tout cas d'autres chantres de l'UX, je trouvais que les méthodologies et les process étaient assez rapprochés. Donc j'ai pas senti vraiment de différence là-dedans. Après j'ai senti une différence au niveau de voilà, on est à Melbourne, c'est un peu cool. En tout cas là où j'ai travaillé, mais c'est pour ça que je disais question piège, j'ai absolument pas envie de dire de bêtises ou de me faire des ennemis qui habitent à Melbourne ou en Australie. Donc voilà. Okay. Non mais c'est cool l'Australie. Bien sûr, c'est sympa. Et comment ça se passait du coup la relation avec tes clients français, parce que le décalage horaire est plutôt important. À l'époque, il n'y avait pas eu le Covid, donc il n'y avait pas toute cette relation à la distance et au fait que tu puisses travailler depuis où tu voulais. Comment ça se passait, le fait que tu puisses pas aller directement chez ton client pour bosser? Alors je vais être très transparent, il y avait deux techniques, il y avait deux manières d'aborder la chose. Il y avait certains clients à qui je ne disais absolument pas que j'étais à l'étranger. Donc, ils ne le savaient pas du tout. Et il y avait d'autres clients, ça je me suis notamment permis un petit peu après quand j'ai vécu
quand j'ai vécu en Corée du Sud, où j'étais très direct, je disais voilà, je suis là et je suis actuellement en voyage. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'avoir après des recommandations sur mon site internet, où aujourd'hui j'ai des recommandations de clients qui disent que Lucas soit à Séoul, à Stockholm ou à je ne sais pas où, le travail est toujours fait en temps et en heure, etc., etc. Mais ça m'est arrivé j'ai des histoires absolument incroyables. Ça m'est arrivé de faire des réunions il était 23h sur l'autoroute en Corée du Sud. Alors en étant très transparent vis-à-vis de ça, mais d'être de l'autre côté du monde, en train de faire absolument autre chose entre guillemets. C'était assez fou. Alors maintenant, les gens peuvent faire des réunions dans les trains, tu vois, c'est un peu, bien la sûr. même chose. Tu vois. Ouais, c'était ça. Faut juste remettre dans le contexte, c'était en 2015. Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'était assez intéressant. Et voilà, au bout d'un moment, j'étais très transparent et très clair. Je préférais ne pas mentir. Je préférais dire que j'avais 6 ou 7 heures de décalage. Il y avait des clients pour qui ça passait. Il y avait des clients pour qui ça passait pas. Puis c'était pas un souci. T'as fait l'Australie, ouais. T'as fait la Corée du Sud, ouais. Nouvelle-Zélande, Indonésie. Ouais. J'en ai oublié? Non. Attends. Pendant ces années-là, il y a eu le Laos, le Cambodge, l'Indonésie 2 fois, le Japon. J'en ai oublié. Et en fait, le but, c'était quand il y a eu ce momentum, il y a eu aussi un moment, je pense que c'était en 2016, où j'ai vraiment travaillé sur le SEO de mon site, et ce qui fait que au bout d'un moment, si tu tapais UX Designer Paris, UX Designer Freelance Paris, UX UI Designer Freelance Paris, j'y ai passé des heures à filouter pour que je sois en première page de Google, et j'ai senti la différence. Alors pas sur tous les mots-clés, ce serait mentir, mais sur certains en tout cas. Alors, 3-4, et j'ai senti en fait les appels. J'avais énormément d'appels de clients français. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé ce momentum-là, et avec l'argent que je gagnais, je voyageais à droite à gauche, donc en Indonésie. Après, je suis allé m'installer en Corée du Sud pendant 1 an, parce que j'avais rencontré ma copine qui habitait en Australie, puis ensuite j'ai décidé d'aller habiter en Corée du Sud. Donc voilà, et l'objectif, c'était vraiment de voyager, mais de travailler aussi, hein. C'est ce que je précise dans mon portfolio, c'est que vraiment j'étais pas là pour me tourner les pouces, je faisais vraiment presque des horaires de bureau entre guillemets, parce que l'objectif, c'était évidemment de pouvoir garder ce pool de clients. Et voilà. Mais ce qui fait que arrivé à un certain point, t'étais plus vraiment à t'occuper des clients du pays dans lequel t'étais, mais c'était vraiment des clients français qui te permettaient de vivre et de continuer ton voyage. Parce que je veux dire, quand tu étais en Australie, donc là je comprends bien, tu restes un temps et tu peux avoir des clients sur place, c'est ok. Après, si tu commences à bouger, ça commence à être peut-être plus embêtant. Non, j'ai gardé un client australien pendant assez longtemps. J'ai gardé deux clients australiens pendant assez longtemps. Mais la majorité ensuite étaient des clients français, ouais. Quand je suis revenu et que je me suis installé à Sydney, je revenais j'ai pas envie de dire de bêtises, je revenais de où? Je revenais de Nouvelle-Zélande, je crois. Quand je suis venu me réinstaller à Sydney, j'ai travaillé pour une boîte qui s'appelait Ayona, et pendant 3 mois, en fait, je me levais de 9h à 19h, 20h, je travaillais pour cette boîte. Je me souviens, ils me payaient $2000 australiens la semaine. Et la nuit de 20h, je dirais, jusqu'à 3h, 4h du matin, je travaillais pour mes clients français. Et en fait, mon objectif perso, c'était je veux revenir en France, ou en tout cas, parce que c'était juste avant d'aller en Corée du Sud, je veux revenir en France et m'installer en Corée avec plus d'argent que quand je suis parti. Et donc, j'ai passé 3 mois à faire que ça tous les jours. Et ensuite, quand je suis parti et m'installer en Corée, c'était une majorité de clients français, ouais. Ok. Et justement, tes clients, que ce soit des Australiens, des Français, quand ils faisaient appel à toi, ouais. ils voulaient quoi? Comment ça? Pourquoi ils faisaient appel à toi, tu vois? Est-ce que c'était pour faire un site? Est-ce que c'était pour faire de la recherche utilisateur? Enfin, quel était l'objectif? Okay. Qu'est-ce qu'ils attendaient de toi? Il y avait majoritairement de la demande de site internet. À l'époque, il n'y avait pas encore du background de user research ou quoi que ce soit. On était vraiment là pour me demander, ok, on a un site, on a une idée d'appli. C'était majoritairement de l'application et du site internet, ouais. Je veux dire, tout ce qui est le plus, on va dire, tout ce qui est le plus basique, on va dire, juste, on a voilà ce qu'on veut mettre en avant, et toi, fais-nous juste, entre guillemets, juste de la UI, ou est-ce que c'est... Je vois ce que est-ce qu'on me demandait dans la partie UX, est-ce qu'on me demandait de temps à autre de commencer à parler de wireframe et commencer à parler de parcours utilisateur? Ça dépendait de qui j'avais en face, en fait. Pendant un moment, j'ai eu pas mal de clients de start-up.
Ouais. Justement, je pense que la SEO, ça m'a beaucoup aidé là-dessus parce que c'était leur canot. Concrètement, les mecs disent designer Paris sur Google, puis ils trouvaient ça. Puis à l'époque, Malte n'existait pas encore. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu as reçu d'ailleurs le head of design de Malte. Oui. Ouais. Et c'était majoritairement. Il y avait un peu de produits déjà. J'ai travaillé sur un dashboard qui s'appelait Prep Academy, je crois. Il y avait un peu de produits, mais il y avait majoritairement, on avait du site e-commerce, on avait de l'application mobile. Il y a eu un gros boom d'applications mobiles pendant un moment où vraiment tout le monde voulait bâtir une app. Donc là, j'imagine que tu as dû tout apprendre de zéro, puisqu'en fait, rien n'existait. Exactement. Ouais, c'était une sacrée galère, ça aussi. Ouais. Et voilà. Je vois. De toute façon, ça a été ça dès le départ, hein, tout apprendre tout seul, entre guillemets, et c'est super, mais d'un autre côté, je me dis, putain, mais avec le recul, j'aurais tellement aimé faire une formation, entre guillemets, de UX, d'ergonomie, même si ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a tellement de choses aujourd'hui. Je vois tellement de designers qui m'envoient des profils où ils viennent de Strat, ils viennent des... Bon, les Gobelins, ça existait déjà, mais Strat aussi d'ailleurs, mais il n'y avait pas encore de cursus UX, il n'y avait pas encore de cursus product design. Donc, ouais. Ouais, des designers qui baignent dans le jus depuis toujours et en fait, qui t'étalent, qui nous étalent. Dès qu'ils présentent leur portfolio, toi t'es là, tu fais ouais, je sais pas d'accord. faire ça. Ok, bon. Ah, mais toi, t'as 20 ans, parce que moi, à 20 ans, je faisais pas ça du tout. Moi, ouais. Moi, je savais pas ce que je voulais faire. Bon, après tout ça, tu rentres en France. Ouais. Tu bosses pour BCG, c'est ça? Ouais, je bosse. En fait, le Boston. Alors, ça aussi, c'est une petite histoire qui va peut-être faire rigoler quelques personnes. Donc, je reviens de Corée du Sud. Littéralement, ça fait 2 semaines que je suis rentré. Je suis en train de bosser à la Gaieté Lyrique sur, je crois, sur un case study ou sur des wireframes, je sais plus. Et je reçois un coup de fil de quelqu'un ultra cool, vraiment super sympa avec moi, qui me dit: salut Lucas, ben voilà, écoute, on est en train de faire un truc avec Renault Digital, on est le BCG, et c'est super intéressant, on a vu ton profil, on a vu ton parcours, est-ce que ça te dirait de se voir lundi, parce que je crois qu'on était samedi, de se voir lundi, et puis on commence si ça se passe bien entre nous, etc. Et donc, la fille était super détente, tout ça. Donc, moi aussi, je suis grave détente. Je suis, ouais, cool, écoute, je reviens de Corée du Sud, c'était vachement bien, il faisait beau. Tout ça, bah ouais, pas de problème. Et je calcule absolument pas qui c'est. Moi, je connais pas, c'est pas mon univers. Et je me souviens que j'en parle à mon grand frère, qui me dit, je dis, ouais, donc ils font un truc avec le Boston Consulting Group. Il me dit, quoi? Je dis, ouais, le Boston Consulting Group. Il me dit, mais tu sais qui c'est, ces gens-là? Je dis, bah non. Absolument pas. Bah vas-y, regarde sur Wikipédia. Et là, je me dis, oh là 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 là, mais j'aurais pas du tout été aussi relax que ça en temps normal si je savais que c'était ces gens-là. Et en fait, il se trouve que, ouais, donc il se trouve que c'est le Boston Consulting Group qui fait un joint venture avec Renault, qui crée Renault Digital, que c'est le Boston Consulting Group qui se charge du recrutement. Je ne sais pas comment, mais sans doute par le SEO, encore une fois. Je ne sais pas comment ils trouvent mon profil, mais au final, j'arrive là-bas, on discute ensemble, on commence un premier projet, ça se passe très bien, un deuxième projet. C'est des projets, les 2 premiers projets sur lesquels j'ai bossé, c'était des projets qui duraient, je sais pas, 1 mois, 2 mois. Et ensuite, j'ai travaillé sur un projet en particulier, le Performance Analysis Dashboard, pendant près de 2 ans. Ouais, pendant près de 2 ans. Et puis, c'est de là que c'est parti, quoi. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que Renault Digital? Renault, j'imagine que tout le monde l'a. Renault Digital, c'est quoi? Ouais, ok. Alors, Renault Digital, c'est encore une fois un joint venture, donc une entreprise créée collaborativement entre Renault et le Boston Consulting Group. Et en fait, l'objectif de Renault Digital, c'était de digitaliser Renault et de faire oui, c'est horrible. Pardon. Et de faire la fameuse transformation digitale de chez Renault. Donc, en gros, de leur dire, bon, écoutez, en termes de process et en termes de produits, vous êtes un petit peu vieillot. Donc, on va vous proposer énormément de projets. Certains vont survivre, d'autres pas. Et on va proposer des projets pour essayer de rendre tout ça un petit peu plus moderne. C'est une sorte d'incubateur chez Renault. Exactement. Voilà. Okay. Donc, c'était, je crois qu'il y avait 75-80% de prestataires externes, surtout dans la force produit. Donc dans la tech, dans le design, voilà. Et c'est quoi, si tu te souviens, les 2 premiers projets sur lesquels tu travailles? C'était tellement rapide, c'était des dashboards à propos de... Je sais plus, je crois que c'était du contrôle qualité. En fait, c'est des trucs qui sont morts dans l'œuf. C'est ce que j'explique un petit peu plus bas, c'est qu'il y avait je crois qu'il y avait 25 ou 30 projets en même temps. Et c'était les stakeholders et la top direction qui choisissaient, entre guillemets. Il y avait des présentations et on disait, c'était César, quoi, tu vois, mort ou vieux, tu vois. Okay. Voilà. Et donc, je pense que ceux-là n'ont pas continué. Et ensuite, je suis resté sur le Performance Analysis Dashboard. Et lui, on est allé jusqu'à la V4 du projet, je crois.
Et justement, j'ai envie d'en parler avec toi parce que j'ai l'impression que là, tu as vraiment tout fait de ce qu'on pouvait attendre d'un product designer. Ouais. Tu es vraiment passé par toutes les étapes. Ouais, c'était génial. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce sujet-là? Bien sûr. Tu peux nous dire ce que tu as fait, déjà en quoi ça consiste, quel est le produit, ce que tu as fait, et puis comment tu t'y es pris? Alors, le Performance Analysis Dashboard qu'on a nommé Panda après, en gros, c'est un outil de gestion, c'est un outil de pilotage RH et de performance, de gestion de la performance et d'analyse de la performance des équipes agiles. Donc là, c'est Camoulox, tous les... C'est bon, t'as mis tous les buzzwords. Voilà, c'est ça. Donc le truc qui était intéressant sur ce projet, c'est qu'on avait énormément d'utilisateurs différents. On avait la top direction, on avait nos équipes agiles aussi divisées par projet, on avait les product owners de chaque équipe, on avait les RH. En fait, il y avait énormément d'utilisations différentes pour un seul et même projet qui ressemblait à un gigantesque monstre qu'il a fallu un petit peu affiner et élaguer après. Donc c'était assez intéressant, c'était assez complexe, ça regroupait plein de choses, ça regroupait plein d'utilisations différentes. Voilà. Dans ce que j'ai noté, il y a quand même pas mal de trucs sur lesquels tu as bossé. Genre, tu le dis, il y a plein de gens qui l'utilisent. Donc, tu as plein de personas, tu as plein de gens qui l'utilisent de plein de façons différentes. Donc, tu as plein de user journey, tu dois comprendre qui veut quoi, comment. Ouais. J'imagine que ça doit être un bordel, les workshops avec. Oui. Tu dois faire des tests, tu dois faire des surveys. Déjà, comment tu fais pour évangéliser dans une boîte comme Renault tous ces process-là pour pas te dire « Ouais, non, mais c'est bon, on sait ce qu'on veut, fais-le, et puis le reste, on s'en fout. » Alors, je pense que c'est là qu'il y avait tout l'avantage de Renault Digital et du fait que ça a été créé avec le Boston Consulting Group et du fait d'avoir des prestataires externes, c'est qu'on n'avait pas à se justifier de ces process-là, entre guillemets. On n'avait pas à évangéliser et on n'avait pas à leur dire « C'est absolument ça qu'il faut faire ». Il y avait c'était pas une confiance aveugle dans ce qu'on fait, absolument pas, mais en tout cas, les personnes qui étaient recrutées, je m'inclus pas dedans, hein, mais en tout cas, les personnes qui étaient recrutées étaient vraiment des experts et toute la force externe venait de, justement, les coachs agiles étaient externes, les techs étaient externes, les designers, les UX étaient externes, les personnes internes à Renault restaient les PO et les product managers. Donc en fait, on n'avait pas vraiment, et je pense qu'une bonne partie, en tout cas ceux avec qui j'ai travaillé, étaient assez au fait de tous les process qu'on pouvait mettre en place. Donc on n'avait pas vraiment besoin de se justifier ou d'évangéliser par rapport à ce qu'on faisait. Et ça, c'était plutôt cool. Vous étiez payé pour ça, en fait. Oui. C'est pratique quand ça se passe comme ça, tu me dis. Autre point, c'était un produit utilisé sur 19 pays différents. Ouais. On a parlé de recherche, de workshop et tout ça. Comment, déjà, quand on parle d'un pays, c'est le bordel. Ah ouais. Tu dois trouver les bons utilisateurs, etc. Quand tu commences à multiplier dans 2-3 pays, on en reviendra tout à l'heure sur Agora Pulse aussi, mais là, c'est 19 pays. Comment tu t'y prends? Comment vous faites? Enfin, je veux dire, en lisant ce projet-là, j'étais là genre, ça a dû être tellement l'enfer ou tellement dur et aussi intellectuellement stimulant, mais comment c'est possible d'organiser un projet aussi proprement, de se dire que tu vas travailler sur toutes ces phases-là, itérer au fur et à mesure? Tu as dit qu'il y avait même 4 versions. Ouais. Comment vous faites pour faire tout ça? Ok. Alors, le premier avantage déjà, c'est que c'est resté en France pendant un petit moment. Et ensuite, ça s'est étendu à l'Europe. Hein. On n'a pas tout de suite fait 4 continents, 19 pays. 4 continents, j'ai cru que j'avais dit le contraire. 4 continents, 19 pays. Donc déjà, ça a pu rester d'une certaine manière un petit peu dans notre champ d'action, dans notre champ dans ce qu'on était capable de faire. Donc pour moi, je l'ai pas vraiment ressenti ce bordel en fait. Okay, oui, ça s'est fait progressivement. Ouais. Et puis ensuite, ça a été racheté par Nissan, etc. Mais ça s'est fait de manière progressive. Donc c'était pas vraiment un handicap. En tout cas, moi, je le ressentais pas dans ce qu'on pouvait faire pour le produit au jour le jour. T'étais le seul designer d'ailleurs sur le. Ah ouais. Ouais. Wow. J'ai eu des accompagnements rapides, mais sinon j'étais en responsabilité d'absolument tout. J'étais en lead du projet, j'étais en responsabilité de tout quoi. Comment on prend ce lead d'un coup? T'arrives dans une grosse boîte, on t'appelle le samedi pour passer un entretien le lundi au BCG, pour bosser pour Renault ensuite. Comment tu l'as dit, au fur et à mesure t'as appris les choses. Comment d'un coup, en fait maintenant t'es responsable de tout? Alors, je pense déjà que quand je suis arrivé chez eux, il y avait beaucoup de méthodologies et beaucoup de process qui étaient déjà là et qui étaient déjà acquis depuis un petit moment. Après, encore une fois, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que d'abord, quand on m'a présenté ce projet-là, déjà, je pense qu'on se rendait pas compte du tout de l'envergure qu'il avait. Encore une fois, hein, Renault Digital, c'était des projets, une trentaine de projets. Ces projets-là démarraient au fur et à mesure, entre guillemets, et je pense qu'on n'avait pas encore saisi tout le scope, ou en tout cas l'envergure des pays, des continents, etc. Donc c'est venu plutôt naturellement, au final. Ça a jamais été ça a jamais été une
source de stress de me dire c'est moi qui me charge d'absolument tout. Au contraire, j'ai vraiment vu ça comme une opportunité en fait. J'ai vraiment vu ça comme la possibilité de me dire d'accord, là tu vas pouvoir démontrer l'éventail de ce que tu peux faire, c'est le moment, maintenant montre-le, et c'est ce qui s'est passé et c'était plutôt cool. Ouais, j'ai l'impression que tu tombes sur les bons projets, ou en tout cas, disons plutôt que tu mets tout en œuvre pour que tu puisses tomber sur les bons projets, et qu'en fait, grâce à ça, tu puisses grandir et développer en fait toutes tes compétences. Ouais, sans doute. Il y avait toute une partie aussi UI dont on n'a pas parlé encore, mais vraiment créer l'identité. J'ai même vu le design system, ça m'a semblé assez étonnant parce que c'était tôt à l'époque, on parlait pas encore vraiment de design system, mais comment là aussi tu fais pour évangéliser sur la UI, faire en sorte d'avoir quelque chose de joli, de pratique, un design system. Chez Renault Digital, tu veux dire ? Je suis un peu en 2017, ça, en tout cas avec les personnes avec qui je travaillais, le concept de design system était pas complètement étranger. C'est aussi parce que j'ai travaillé avec des mecs de chez BAM et Théodo qui étaient vraiment vraiment très forts. J'ai pas eu ce besoin d'évangéliser ou d'avoir à me justifier vis-à-vis de ces utilisations-là, parce qu'en tout cas d'un point de vue technique, pour eux ça coulait de source qu'il fallait faire ça. L'autre question, c'était par rapport à la direction artistique ou au design d'interface de chez Renault. Ouais, c'est ça. Comment tu justifies aussi ça, parce que moi, tu vois, un peu naïvement, je me dis bon, c'est Renault. Ils veulent un truc qui fonctionne, quoi. Est-ce que ça doit être joli ou pas, on s'en fout un peu. Est-ce que ça doit... Enfin, moi, franchement, j'imagine une vieille database avec plein de lignes et tout, horrible à lire. J'imagine que, vu tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, ça s'est pas passé comme ça, parce que vous étiez là pour... Ouais. En fait, il y a une histoire un peu intéressante, c'est que quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, en gros, il n'y avait pas de Head of UX chez nous. Il y avait 30 projets, il y avait 30 designers, et il n'y avait absolument pas de personne pour prendre donner une vision, entre guillemets, une direction. Donc en fait, il y avait deux manières de voir les choses. Soit on prend absolument pas de risque et on se dit, on va prendre la charte graphique de Renault, on va exactement prendre la DA, la UI, etc., le design system de Renault, et puis on fait on suit cette direction-là. Soit on va dans l'autre sens et on se dit, Renault Digital, c'est une nouvelle entité et il y a une opportunité en fait. Il y a quelque chose à créer, alors principalement avec des projets qui restent, évidemment, il faut rester réaliste, avec des projets qui restent internes d'une certaine manière. Moi, le Panda, donc Performance Analysis Dashboard, c'était quelque chose qui était interne. Je suis pas en train de dire qu'on a révolutionné la charte graphique de Renault chez nous, c'est pas le cas, mais en tout cas il y avait cette opportunité-là à faire. Moi j'en ai discuté avec mon équipe et c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc on a commencé à bâtir une DA et un design d'interface qui n'avait entre guillemets rien à voir avec ce que proposait Renault, que ce soit en termes de typographie, que ce soit en termes de couleurs, etc. Et en gros est arrivé notre Head of UX, Jérôme Serror, qui avait travaillé très longtemps chez Canal+. Et en gros, ce qu'a fait Jérôme pendant un moment, c'est qu'il passait dans tous les bureaux. Et tu sais, on avait la majorité, en tout cas, des projets, on avait l'habitude d'imprimer ce qu'on faisait et d'avoir un peu les écrans, etc. Et donc, je me souviens que Jérôme rentre chez nous et on avait tous nos écrans. Alors, on était déjà bien avancé, hein. On était un des projets où c'était une stratégie, hein. C'était voulu de se dire, ok, on va essayer de créer une DA rapide pour l'arrivée de Jérôme. On va essayer de créer une DA, on va essayer de créer une interface qui est cool, une UI avec déjà un design system avec différents states sur les boutons, etc. Et puis de le mettre en fait. Et donc il arrive dans les bureaux et je me souviens très bien, il regarde le truc, il me dit, c'est toi qui as fait ça? Je dis, oui, bonjour. Oui. Il me dit, ok. Tu viens me voir demain dans mon bureau à 9h. Je me dis, oh putain, je me dis, oh là là, je vais me faire défoncer. Alors, il y a quelque chose qui va se passer, je sais pas, c'était une mauvaise idée, etc. Donc, je viens le lendemain et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit que c'était une très bonne initiative, que le projet allait être montré en exemple pour Renault Digital par rapport justement à l'UI qui avait été faite, pour aussi, je pense, encourager les gens à innover aussi de ce côté-là, et en fait ça a été jackpot quoi. Donc moi je me suis dit c'est top, il y a pas de problème, j'aimerais 200 € de plus sur mon TJM s'il vous plaît. Et on m'a dit oui, donc c'était cool. Et voilà, donc c'était une opportunité à prendre et c'était vraiment intéressant parce que ça m'a laissé la liberté dans une grosse boîte de pouvoir créer des choses qui sortaient de sa charte graphique Renault qui est ce qu'elle est. Tu sais si ce que tu as mis en place a permis
de ruisseler un peu sur les autres projets. Sur d'autres projets, ouais. Alors, ça dépend. Évidemment, ça dépend. Il y a des projets qui touchaient le public. Ces projets qui touchaient le public, là, on touche à la charte graphique de Renault. L'image de marque, voilà. qu'elle est connue. En tout cas, tous les projets qu'on avait estampillés Renault Digital, tous les projets internes, tous les projets qui restaient entre nous d'une certaine manière, ouais. Il y a eu cette influence, le choix des couleurs, la typographie, etc. Tu suivais un peu les autres équipes ou pas du tout? C'est plus quelque chose, t'as un peu lâché le bébé sur les autres projets et toi tu t'occupais vraiment de ton en fait le truc c'est, comme je disais, les premiers projets sur lesquels on m'a fait travailler étaient très très courts. Je crois que c'était sur on se rendait compte, ou en tout cas quand moi j'arrivais dessus, le projet était un peu avancé, puis je ne sais plus pourquoi, hein, ça fait un petit moment maintenant, mais on se rendait compte que c'était quelque chose à tuer dans l'œuf, et le premier projet a duré même pas 2 semaines, hein. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que toi, une fois que tu travaillais sur Panda et une fois que tu as fait tout ça, est-ce que ce que tu avais mis en place allait aussi sur d'autres projets, même qui allaient très rapidement mourir, mais est-ce que tu suivais un petit peu si eux suivaient ta charte graphique, ou tu savais juste prenait les couleurs? On se parlait entre designers, bien sûr, on regardait un petit peu ce qui se faisait. On n'avait pas à l'époque de meeting entre nous, d'ailleurs, c'est ce qui manquait cruellement. Mais bon, c'était une nouvelle structure, c'était un peu le bordel. Je pense qu'ils ont mis le temps à recruter quelqu'un qui était, qui faisait l'affaire pour eux. Et on se suivait de manière, j'ai pas le mot, je suis désolé. Synchrone, séparé, ou non officiel. Non officiel, plus ou moins. Ouais, ouais. okay. Au bout de 2 ans, ouais. Tu décides de partir? Ouais, on est à la V4. Tu disais? Ouais, on est à la V4. Et j'ai envie de faire autre chose, et surtout. D'ailleurs, pardon, t'es à la V4, ça veut dire que il s'est passé quoi sur 4 versions? C'est à chaque fois vous avez refait le design, ou c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle feature, en fait c'est une nouvelle version? Non, c'était un peu plus ça, je pense. Okay. On a rajouté certaines fonctionnalités. Il y avait, c'était surtout ça. C'était de nouvelles fonctionnalités qui sortaient. On n'était pas sur un revamp complet. Okay. Voilà. Mais au bout d'un moment, c'était quand? C'était en janvier 2019, je crois. C'est ça. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de retourner voyager. J'ai voyagé chez Renault Digital, hein. C'est aussi quelque chose que j'ai eu la chance de pouvoir faire pendant 2 ans chez eux, c'est-à-dire que je voulais avoir l'opportunité de pouvoir partir 2 semaines, 3 semaines quelque part, et de pouvoir continuer à travailler avec eux. Ça s'est passé un petit peu par hasard, entre guillemets. C'est normalement, en fait, dès qu'on est arrivé, quand on a commencé à travailler pour Panda, c'était en mars ou en avril 2017, et en fait, légalement, en août, tous les employés de Renault doivent prendre des vacances. C'est comme ça. Et qui est resté? Les prestataires externes. Donc en fait, notre PO nous a fait confiance. On devait sortir le MVP en septembre, et elle nous a dit, écoutez, moi je vous laisse continuer, on va voir ce que ça donne. Et au final, ça s'est super bien passé, où on travaillait tous en remote à droite à gauche. De ce constat-là, elle a vu qu'on pouvait travailler efficacement de cette manière. Donc moi j'ai un peu pris le truc, j'allais dire, j'en ai un peu profité, mais j'ai vu l'opportunité, et donc voilà, je lui ai proposé, est-ce que je peux partir une semaine là-bas, une semaine par-ci, etc. Donc j'ai continué à voyager, alors moins évidemment que quand j'étais freelance. J'ai fait un peu ça, et donc en janvier 2019, là je suis vraiment parti voyager pendant 6 mois. J'ai fait plein de pays différents. Ouais. Okay. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas voulu, en dehors de cette envie de voyager, peut-être une fois que tu as fini de voyager, de retourner chez eux, mais peut-être sur un autre projet? Envie de voir autre chose. Ouais. Envie de voir autre chose, ouais. Envie de travailler sur d'autres projets pour un autre univers. Ouais. Pendant que tu travaillais chez Renault Digital, tu faisais aussi du freelance chez Comat, c'est ça? Ouais. Tu faisais quoi? Parce que là, j'ai un peu fouillé et j'ai pas trouvé grand-chose. Est-ce que c'était des petits projets comme ça? C'est eux qui m'ont placé aussi via le BCG et Renault Digital. Ok, donc tu faisais des missions un peu à droite à gauche. Dernier point avant de parler d'AgroApples. Ouais. T'as été prof pendant 1 an? Ouais. Intervenant. Intervenant, ouais. Lectureur, ouais. Et je me demandais, comment t'es devenu prof? Ouais. Et 2, qu'est-ce que tu faisais? Ok. Alors, déjà, c'était à côté, de mon statut de freelance. Ouais. Donc, c'est plus intervenant. Je sais que mon portfolio mon CV est en anglais et que c'est marqué teacher, mais c'est important pour moi de bien faire la différence, que j'étais intervenant. Hein. Donc, c'était sur un module de 35 heures, 35 heures, quelque chose comme ça, sur un semestre. Et donc, on parlait du UX design spécialisé mobile. Donc, comment c'est arrivé? C'est arrivé par LinkedIn. J'ai reçu un mail de la directrice de cette école
qui est le CITV, je crois, qui m'a proposé de faire ça. Et en fait, je trouvais ça cool parce que c'est entre pratiquer quelque chose et l'enseigner, c'est complètement différent. Et même, je trouve que c'est un beau challenge pour nous, en fait. Parce que au final, ça t'apprend plein de choses. De revenir sur, entre guillemets, des fondamentaux et en tout cas de devoir les expliquer de manière claire, de manière détaillée. Ça m'a fait ultra peur. À l'époque, j'avais 28 ans. De me retrouver devant une classe, en plus c'était des dernières années de Master 2, je dis oh là là, puis j'arrive, on me dit je te préviens, dans ta classe c'est les gars du BDE, donc il y a un peu de chafouiné. Je dis, oh, putain. Donc c'était intéressant, et donc l'opportunité est venue comme ça, voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as fait que un semestre? C'est trop de temps. C'est trop de temps. C'est pas possible, c'est trop de temps. Ouais. Vraiment, c'est. Après, moi, je suis vraiment comme ça, très perfectionniste dans le travail. Je voulais avoir un truc, mais nickel, une présentation nickel, des case studies pour eux super. Je voulais pas arriver les mains dans les poches entre guillemets. Et je me suis rendu compte que c'était chronophage, mais ça m'a pris un temps de malade, quoi, comparativement à combien c'est payé et au temps que tu y passes, entre guillemets. Je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai l'expérience, c'est bien, je peux en parler dans mon CV, ok, j'ai fait ça, ça a été sympa, mais honnêtement, je sais pas si je le referai, c'est beaucoup trop de temps. Et toi, t'en retires quoi de cette expérience? Qu'est-ce que j'en retire? Encore une fois, ça m'a vraiment montré c'est très différent de pratiquer quelque chose au jour le jour et de l'expliquer à quelqu'un de manière simple. C'est là qu'on se rend compte si on sait vraiment de quoi on parle aussi. Ça m'a beaucoup enseigné sur la pédagogie. Et d'ailleurs, c'est des choses que je retrouve encore aujourd'hui chez Agora Pulse. La manière dont j'explique les choses, que ce soit à mes designers ou que ce soit quand on fait des présentations à la boîte, je vois vraiment que j'ai, en tout cas c'est ce qu'on me dit, que j'ai un côté très pédagogique avec une avancée sur si on est en train de parler de choses un peu techniques, c'est au fur et à mesure la connaissance, c'est d'arriver par quelque chose de très simple pour ensuite rentrer dans la complexité. Ça m'a apporté ce découpage-là. Et puis c'était fun. Franchement, j'ai bien rigolé. C'est cool. Ouais. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Ouais. Après une heure. Désolé. Hein. Non, t'inquiète, non, mais c'est normal. T'as un parcours qui est très long et qui est hyper intéressant. Donc, en janvier 2019, en tant que freelance, tu t'en vas en vacances pendant 6 mois. En septembre 2019, tu arrives chez Agora Pulse, donc, qui est un outil de gestion de réseaux sociaux. Exactement. C'est bien résumé. J'ai c'est ça. Mais tu arrives à plein temps. Et pas en freelance. Ouais. Et du coup, pourquoi? Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que quand on m'a présenté cette boîte-là, on m'a tout de suite dit que le remote, c'était avant le Covid, avant toutes ces choses-là, hein, que 60% de la boîte était en remote. Et que le remote, ça faisait partie de l'ADN de la boîte. Très bien. J'étais assez curieux de la chose. Ensuite, j'étais assez excité par le projet en lui-même là, on te propose de créer un département design, mais from scratch. Il n'y a rien. Rien n'existe. Donc pour moi, c'était un peu l'évolution naturelle de, ok, je crois que j'avais 29 ans à l'époque, 30 ans. C'est quoi la suite en fait? D'être senior product designer, la suite c'est peut-être de passer dans un statut et de lead et de manager. On aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure par rapport à la distinction entre ces deux choses. Donc pour moi c'était la suite logique. Et puis surtout je me suis rendu à l'évidence, avoir ce rôle-là en freelance c'est pas possible. Donc à un moment il fallait peut-être signer quelque chose quelque part. Mais surtout ce qui m'a intéressé c'est quand j'avais vraiment des considérations ou en tout cas des demandes par rapport au fait de pouvoir voyager, de continuer à voyager pendant que je travaillais, ce qui est pas donné ni à tout le monde ni à toutes les boîtes surtout. Et quand j'ai discuté en entretien avec le CEO, salut Emric, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit écoute, moi si tu fais bien ton travail, si tu te barres 3 semaines en Thaïlande, je m'en fous. Donc là je dis tu vois là ce que tu viens de dire, je vais le garder dans un coin de ma tête et ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué. Et puis surtout, voilà, l'envie de passer le next step, quoi. De me dire, ok, c'est quoi là, après Renault Digital, après le fait d'avoir été en lead d'un projet, etc. Maintenant, je veux bâtir une équipe. Il y avait vraiment beaucoup de potentiel. C'était aussi le potentiel du projet qui m'intéressait. Il y avait tout à faire, en fait. Et ça, c'est cool. Ok, alors on va commencer par il y avait tout à faire. Ouais. On parlera de l'équipe ensuite. Donc, du coup, t'arrives, Agora Pulse, ça existait déjà. Tu dis qu'il y avait personne dans le design. T'es le premier designer? Alors, il y avait un designer, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, il y a ce designer-là, ça se passait pas très bien avec lui, la collaboration, que ce soit au niveau du produit ou au niveau de la tech. Et donc, résultat, ce qu'il faisait, c'était pas pris en compte. J'imagine que c'était très frustrant pour lui, mais c'était aussi frustrant pour les équipes. Donc, en fait, on considère qu'il y avait pas de designer du tout.
et c'est une boîte qui a été bâtie par des techs aussi. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, quand on est arrivé, c'était, il y avait rien, quoi. Moi, je n'avais rien. Je suis parti de rien. Ok, donc t'arrives, tu dois tout mettre en place, c'est ça? Oui. Genre tout. Ouais, pas de design system. On a des process qui sont différents par feature team. Aujourd'hui, on a des squads, mais on a des process qui sont différents par feature team. On a, à l'époque, 1, 2, 3, on a 4 feature teams. On a, je l'ai déjà dit, mais on n'a pas de DS. Il y a un manque de connaissances vis-à-vis de ce qu'on fait, et ça, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire de venir travailler avec des ingénieurs, et pour certains ingénieurs, ils ne savent pas ce que tu fais, ils n'ont aucune connaissance de ce qu'est un product designer, de ce qu'est l'UX. Donc il y a aussi tout un côté évangélisation où on m'a fait beaucoup la blague dans cette boîte pendant un moment. C'est nous, on est là, on est des peintres, quoi, on est là pour mettre des couleurs dans des boutons. Bon, très bien, fair enough, il n'y a pas de souci, mais il y a eu vraiment donc j'arrive vraiment dans une boîte où il y a tout à faire, il y a tout à montrer, il y a tout à faire apprendre, et ouais, premier designer, donc je suis tout seul, quoi. Et l'objectif, c'est sur fin 2000, on était en 2019, ouais, sur fin 2020, d'avoir une équipe de 5 à 6 personnes. J'ai plein de sous-questions, mais en fait, je pense que je vais partir d'une question généraliste. Ouais. Comment tu t'y prends? Parce que là, dans tout ce que tu me racontes, ouais. T'es tout seul, ouais. Tu peux pas tout mener de front d'un coup. Comment ça se passe? Alors, quand je suis arrivé, ils ont recruté une designer junior en même temps, qui m'accompagnait en soutien de ce qui pouvait être fait. Donc j'avais pas envie de l'oublier. Salut Julie, pas envie de dire je suis arrivé tout seul, etc. Et si elle écoute, elle aurait dit oh l'enfoiré. T'as dit on, donc c'est pour ça. Ah ok. La première chose à faire, c'est, malgré ce qu'on me demandait, j'ai absolument pas créé d'écran. La première chose à faire pour moi, c'est d'avoir du contexte. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller faire des user interviews avec les stakeholders. Il y avait déjà de la recherche à ce moment-là? Absolument pas. Ok. Donc, l'objectif pour moi, c'est déjà d'avoir un contexte d'ensemble par rapport aux stakeholders. Donc ça peut être par rapport aux attentes du département UX qui est en train d'être créé, mais aussi par rapport à la visualisation de qui sont les utilisateurs, c'est quoi la vision produit, plein de questions comme ça qui vont me permettre d'avancer déjà. Ensuite, ça a été assez dirigé dans le sens où on m'a dit ok Lucas, on va commencer par une revamp, la revamp d'une feature qui était les reports. Donc la difficulté là-dedans, c'est que quand on me demande ça, ce qu'il y avait derrière, c'est on veut une nouvelle UI. Le fameux coup de peinture qui est jamais vraiment un coup de peinture on va pas trop refaire l'UX, mais forcément on est obligé de le faire. Et en fait, quand on me donne ce challenge-là, on n'est pas juste en train de revamper une feature, on est en train de revamper un produit complet, parce que je suis obligé de penser à la nouvelle UI, donc à une nouvelle direction artistique, donc à une nouvelle typographie, à des nouvelles couleurs, etc. Donc un de mes premiers objectifs, après, évidemment que moi j'ai pris mes marques et que j'observe un peu comment ça se passe dans les différentes équipes. J'ai passé beaucoup de temps à être silencieux, en fait, à observer avant d'arriver et surtout de tout casser, de dire moi je suis le designer, ça va se passer comme ça. Pas du tout. J'ai beaucoup passé de temps à observer les gens, à observer les process, à observer la manière de penser, comment ça se faisait. Et un des premiers projets, ça a été de revamper les reports. Donc, grosse pression parce que je suis désolé, je me répète, mais non seulement on revampe cette feature, mais on revampe tout le produit, parce que c'est une entrée vers ce qu'on va faire après. Voilà, donc en parallèle de ça, qui dit revamp d'une feature, dit aussi on commence à créer un design system, on commence à créer des components. Donc ça a été la première étape, ouais. Qui dit revamp UI, ouais. Dit brand, quelque part. Ouais. Je sais que, du coup, de tout ce qu'on s'est dit, tu as fait de la brand avant. Ouais. Est-ce qu'il y a des brand designers? Comment ça se passe avec le marketing? Comment t'inclus la marque dans le product design? Ouais, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'au final, toute cette expérience qui a été amassée avant, maintenant, elle a du sens. Maintenant, elle fait tout ce qui a été travaillé en amont il y a des années et des années et des années, notamment sur le branding. Maintenant, c'est efficace et c'est super cool en fait de pouvoir avoir ce positionnement-là. Donc, comment ça s'est passé? En gros, ma première mission, c'était évidemment le design produit, ça l'est toujours. Mon deuxième domaine d'intervention, c'est le branding. Donc pour le branding, si tu veux un peu l'histoire du rebranding d'Agora Pulse, si c'est ça la question, en gros, quand on a décidé de refaire le site internet,
il y a eu plusieurs questions qui se sont posées, mais en gros, le branding, c'est nous qui nous en sommes chargés. Alors évidemment, il y a eu un retravail de la copie, il y a eu un retravail de la structure du site, etc., qui ont été faites par plusieurs personnes, mais c'est en tout cas le département design qui s'en est occupé. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un département marketing aux États-Unis. On a une grosse partie de notre force marketing aux États-Unis. On a un département marketing européen, ou en tout cas dans les pays européens. Donc on a un peu deux entités. Pour travailler pour le branding, on a ce qu'on appelle un marketing design coordinateur qui habite en Argentine, qui est avec une équipe de chefs de projet, appelons ça comme ça, et on travaille avec pour tout ce qui est des livraisons d'assets, de marketing assets, de reproduction comment dire, de templates qui ont été bâtis en amont. Je vais y revenir après. On a des freelances qui travaillent là-dessus. Tout ce qui a été fait avant, tout le rebranding, c'est moi qui m'en suis chargé. D'ailleurs, avec l'aide de Romain, dont on parlait, de Romain Brio, qui nous a fait des super illustrations 3D pour notre rebranding. C'était donc lui? C'était donc lui. D'accord. C'était donc lui, un super taf avec le studio Hervé. Merci, franchement, c'était génial. Donc pour ce rebranding-là, la petite histoire, c'est qu'on a réfléchi à ça ensemble. L'objectif, c'était quand moi j'ai commencé à faire un mood board et à aller chercher des inspirations, etc. Je trouvais très cool l'idée qu'on peut retrouver dans différents sites, mais par exemple qu'on retrouve chez Maze, en tout cas dans l'ancienne identité visuelle de Maze, qui sont ces métaphores visuelles de ce que le produit, de ce que la feature apporte à l'utilisateur. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Romain. On a commencé à réfléchir à ça. On s'est dit, OK, aujourd'hui, Agora Pulse sont des features. Comment est-ce qu'on pourrait avoir ces métaphores visuelles de ces features-là? Comment on pourrait avoir une consistance entre ces métaphores visuelles-là? On a créé ces personnages. Je vous invite à aller voir si vous avez le temps. On a créé ces personnages-là, ces personnages qui, justement, font des actions qui sont représentatives de ce que la fonctionnalité apporte à l'utilisateur. Et il y a eu ce rebranding-là qui est... C'est pas qu'il est à part, entre guillemets, du design produit, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes objectifs. Évidemment, on garde notre même palette de couleurs, etc. Mais par exemple, on utilise très peu nos personnages 3D dans le design produit, pour des raisons évidentes. Voilà, on va pas les faire sauter partout dans un dashboard. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que c'est géré. Pour le brand designer, ça, c'est une vraie question. Pendant un moment, on a eu, comment dire... Pour être honnête, j'étais un peu partout et il y a eu un vrai besoin justement d'avoir quelqu'un qui puisse être le gatekeeper de ce branding-là. Parce qu'en fait, la principale difficulté d'avoir une externalisation plus ou moins, ou en tout cas un département marketing qui n'est pas directement au bureau de Paris, c'est qu'il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup de conversations, etc. qui sont prises par là et qui sont pas forcément prises avec nous de notre côté en France. Et c'est surtout le fait de devoir, entre guillemets, être le gardien du branding et le gardien des bonnes pratiques. Donc c'est ce que je fais beaucoup. Là, on a un brand designer qui arrive, Fabien, j'ai tellement hâte que tu sois là, qui arrive fin mai et qui va aussi prendre ce rôle-là. Donc non seulement le rôle de gatekeeper et de faire en sorte que tout se passe bien, mais aussi de pouvoir créer des assets, en tout cas de créer avec moi une vision sur le branding qui ensuite pourra être déclinée par les freelances que l'on a du côté Amérique du Sud et États-Unis surtout. Ok, on va y revenir. On revient un petit peu en arrière, donc on reparle de tout ce qui est design system. Ouais. Là, de tout remettre à plat sur la feature du report. Donc du coup, j'imagine qu'une fois que tu as commencé à mettre en place le design system, que tu as commencé à revamp la partie report, j'imagine que là, vous vous dites qu'il faut faire tout le reste. Oui. Et tu es toujours tout seul? Alors, Julie était avec moi. Pardon. On n'oublie pas Julie. Ensuite, j'ai eu Thomas et Étienne qui nous ont rejoints en février 2020. En février ou en mars 2020. Donc on était 3. L'objectif c'était d'avoir un designer par feature team. Ensuite j'ai Christophe et Malik qui nous ont rejoints un an après, je crois. 8 mois après, un an après, en février. Si je me trompe, ils vont me tuer. En février 2021. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a eu Ludivine qui nous a rejoint en été 2021. Ouais. On a Badr, notre propre. Je vous fais des bisous à tous. J'espère ne pas vous froisser ou vous oublier, mais on a pas mal de designers qui nous ont rejoints au fur et à mesure. Mais en tout cas, pour le début, pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois, on était juste 2. Ouais. Et ensuite, voilà, on était 4.
Comment ça se passe pendant ces 4-5 mois là? C'est assez... C'est intense, non? Ouais, mais c'est super excitant aussi, parce que il y a plein de choses à faire, il y a plein d'espoir, il y a plein de, il y a une vision, il y a un échange, il y a une effervescence. Il y a des standards de qualité qui sont assez hauts. C'est quelque chose que je répète très souvent à mes designers, mais aussi dans la boîte. Moi, j'ai des standards de qualité assez hauts. J'ai envie d'avoir un produit, j'ai envie d'avoir un branding, un produit qui soit d'excellente facture. Donc, s'imposer des standards comme ça et avoir cette vision-là, ben, ça motive aussi les designers à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a énormément de choses à faire. Tout est à refaire, entre guillemets. Que ce soit les features, que ce soit le branding dont je reparlais, qui a été retapé un petit peu après. On a commencé en avril 2020, je crois. Donc en fait, c'est ça qui est super, c'est de se dire, il y a tout à faire. C'est trop bien, c'est trop bien. Et justement, quand il y a tout à faire, on en a un peu parlé tout à l'heure. Tu as tout ce qui est évangélisation, dire que que vous n'êtes pas juste l'équipe de peintres qui allait mettre de la peinture. Ouais. Il y a aussi tout ce que tu disais depuis tout à l'heure, parler avec des utilisateurs, comprendre leurs besoins, les aider. Parce que c'est ça en fait. Exactement. Le principal but de ton métier. Et du coup, comment ça se passe avec toute ton équipe? C'est une équipe de tech, tu le dis, ils sont là, t'es le peintre. Comment tu passes de peintre à product designer? Ouais, c'est une super bonne question. Ça passe par plein de stages, d'étapes différentes, en fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup cette étape où le fait de travailler avec des gens qui ne savent pas ce que tu fais, tu peux pas leur en vouloir d'un certain côté. Surtout quand on a des juniors ou même des mid-level, des confirmés, etc. C'est à toi de faire le boulot. C'est à toi de faire le taf. Donc ça passe par différentes choses. La première, c'est déjà de faire sa place, entre guillemets, de montrer qu'on n'est pas juste qu'on peut faire du travail efficace, mais d'abord ça se voit par le design d'interface, entre guillemets. C'est de se rendre compte, c'est joli ce qu'il fait. Bon, super. Déjà ça, on a sécurisé ce truc-là. Et puis ensuite, ça va être de partager ce qu'on fait, de partager nos méthodologies, de partager nos process et d'être dans une logique de partage où on veut montrer, on va faire des user interviews, je t'emmène avec moi, tu vas voir à quoi ça ressemble. Et en plus, la plupart des personnes avec qui on travaille ici, ils sont excités par ça. Ils sont contents de le faire. On avait des mecs qui disaient, mais c'est super en fait de pouvoir être directement là, recueillir du feedback, etc. Donc ça a pris du temps. Il y a encore des choses qui prennent du temps. Il y a encore des choses à faire. Je pense que c'est jamais fini. Des fois, c'est frustrant. Des fois, ça l'est un peu moins. Ça dépend aussi de l'humeur du jour. Mais on va dire que ça fait partie du jeu. Et pour moi, ça a été ultra formateur aussi. Parce que forcément, en tant que head of design, c'est à moi d'insuffler cette chose-là. C'est à moi de faire changer les esprits. C'est à moi de montrer ce que sont les process et les méthodologies, que ce soit UX ou user research, etc. De vulgariser ça, de le rendre accessible, de le rendre attractif aussi. Et voilà. Très clair. Oui, parce que tu as commencé en tant que lead product designer. Ouais. Et au bout de un petit peu plus d'1 an, tu es head of design. Alors, Emric, si tu m'entends, Emric, c'est mon CEO. En gros, ça, c'était la carotte pour que je reste, mais techniquement, je fais exactement la même chose depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de N+1, entre guillemets, d'un point de vue product design. Donc oui, d'abord, c'était oui, tu seras lead product designer, et puis dans 1 an, tu seras head of design. Voilà, c'est ça. Mais c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Okay, voilà. Voilà. Je voulais juste qu'on soit bien d'accord là-dessus. Ton équipe, tu la recrutes... Tu la recrutes comment? Tu cherches quoi comme rôle? Tu cherches quoi comme type de profil? Tu cherches quoi comme compétences? Je pense que la stratégie qu'on a eue, c'est une stratégie que beaucoup de personnes ont eu ou ont quand on est une startup et qu'on passe à une scale-up. D'abord, ça a été... on a recruté... Alors, faut bien se mettre faut bien imaginer que d'abord, j'étais tout seul avec Julie, on était que tous les deux. Et pour moi, l'objectif d'abord, notre sentiment, c'était OK, on va établir une vision, on va établir une nouvelle UI, on va établir un design system, etc. Pour l'instant, on a besoin de UI designer avec une appétence UX qui soit capable de délivrer des écrans. Avec le recul, je pense pas que c'était une bonne stratégie, mais on pouvait pas s'en rendre compte. Pourquoi? C'est intéressant ça. Parce que au final, ce dont on pensait avoir besoin à l'époque, c'était pas exactement ça dont on avait besoin. Mais ça, on pouvait pas le savoir parce que quand on avait établi justement notre liste de besoins, on pensait que c'était la bonne solution. Ça a été une solution OK, ça aurait pu être encore mieux si on avait recruté par exemple des profils un tout petit peu plus expérimentés. OK, mais qu'est-ce qui vous a manqué en fait? Parce que moi j'ai l'impression là quand tu décris tout ce que tu as dit, mettre en place une vision, mettre en place un design system, essayer d'avancer, ça me semble OK. En fait, je vais mettre de l'eau dans mon vin, c'est qu'on a recruté d'abord 2 designers juniors.
le truc avec les designers juniors, c'est qu'il faut avoir le temps. C'est en contrepartie, moi mes designers que j'ai là, je crois que c'est les designers les plus loyaux que je peux avoir. Moi je leur suis très reconnaissant pour plein de choses et je pense que c'est la même chose. Par contre il faut avoir du temps pour ça. À l'époque j'avais du temps pour ça. On venait de créer ça, il y a toute une dimension ici que j'essaie de mettre en place qui est vraiment de faire les faire monter en niveau avec des UX UI level up tous les mois où on a des thématiques, on va travailler en atelier, on va faire des workshops entre nous. Mais je pense que on était dans une optique de OK, Lucas va se charger de tout, de la vision, etc. Et ensuite, les designers juniors feront des écrans derrière. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, ça a très bien marché, je tiens à le dire. Ce qu'on a fait sur nos différentes fonctionnalités ont très bien marché. Mais je pense que d'avoir recruté des designers qui aussi à l'époque aurait pu être force de proposition et que ce soit pas juste me mettre tout sur les épaules, et c'est pas un reproche pour qui m'écoute, je pense que ça aurait été une bonne stratégie aussi. Maintenant, le fait d'avoir justement, la première chose, c'était de recruter des designers juniors. Vu qu'ils sont juniors, on peut pas leur demander, et ça on aura l'occasion d'en rediscuter aussi si tu veux, on peut pas leur demander d'avoir le spectre, le champ de connaissances UI et UX parfait, c'est pas possible. Donc c'était plutôt, nous on recherchait des designers d'interface, des UI qui sont un peu comme mon profil à moi, ou peut-être comme d'autres qui nous écoutent maintenant, qui ont justement cette curiosité de je veux savoir comment pouvoir faire de bonnes user interviews, comment est-ce qu'on fait un plan de recherche tout simplement carré, quels sont dans la map de ce qu'on peut utiliser comme méthodologie de user research, qu'est-ce qu'on utilise en fonction de ce qu'on veut savoir. C'était de trouver des profils comme ça. Maintenant aujourd'hui des gens curieux et en fait qui ont une appétence pour aller ça. Des gens curieux, des gens curieux, passionnés. Je sais pas, je dis jamais ça en entretien, je demande pas aux gens, même si j'aimerais bien, parce que moi j'adore mon taf, je pense que tous les designers ici aussi, mais c'est ça, curieux, avec une envie d'apprendre, une envie de simplement de connaître tout. Comment dire, de connaître un petit peu tout ce qui gravite autour de ce que l'on fait. Et puis aujourd'hui, la stratégie, elle est de recruter des designers qui sont plus seniors, des product designers seniors, tout simplement parce qu'on est en train de grandir, que moi j'ai plus le temps en fait d'apporter cette montée en niveau sur les designers. Je pense aussi qu'on a des features qui montent en complexité, on a de plus en plus de choses à montrer, et j'ai besoin de designers quand ils arrivent. Et évidemment on a un onboarding, évidemment qu'ils ont du temps pour, mais j'ai besoin que ça. Oui, c'est des gens qui ont déjà les automatismes et qui connaissent un peu tout ce que tu expliquais tout à l'heure de la palette. Quand tu dois rechercher tel truc, tu sais utiliser telle méthode. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ouais. Tes équipes aujourd'hui, elles sont organisées en squad, c'est ça? Enfin, ouais. Les designers sont dans des squads, vous n'êtes pas un studio ou... Non, on est en squad et en tribe, etc. Ouais. C'est quoi, du coup, vos rituels et vos méthodes de travail pour s'assurer que, il y ait toujours de la cohérence et de la cohésion d'équipe, enfin, de la cohérence sur les interfaces, de la cohésion d'équipe, que chacun soit au courant un peu de ce qui va se passer? Comment ça s'organise? Alors, on en a pas mal. Je crois qu'en tout, on a, entre designers, on a 7 rendez-vous disséminés sur plein de semaines. C'est pas toutes les semaines, sinon ça rendrait fou les squads. Mais en gros, alors j'espère en oublier aucune parce que là je les ai pas en tête, mais déjà on a tous les lundis on a notre weekly entre designers. Donc l'objectif c'est d'avoir une petite overview sur ce que les autres sont en train de faire. Ça dure 30-40 minutes, truc classique quoi. Ensuite on a ce qu'on appelle une work overview. Donc c'est toutes les 3 semaines. En fait l'objectif c'est, j'estime que moi je ne dois pas être le seul designer à avoir une vue globale sur ce qui se fait. Que tous les designers aussi doivent pouvoir voir ce que les autres designers sont en train de faire pour des raisons de consistance, pour des raisons aussi de camaraderie entre guillemets, parce que c'est une occasion d'être entre nous. Donc toutes les 3 semaines c'est ça. Les designers vont venir présenter ce sur quoi ils sont en train de travailler. Et possiblement sur des avis ou des opinions qu'ils voudraient avoir, mais on n'essaye pas de transformer ça en design critique. C'est vraiment ce qui s'est passé sur les dernières semaines, entre guillemets. Sinon, les design critiques, c'est encore autre chose. Évidemment, on a une design rétro. On a une design rétro qui se passe toutes les 6 semaines. Alors ça c'est pas vraiment un événement, mais entre guillemets nous on a un petit Kanban entre designers où le lundi, le mercredi, le vendredi ils ont un petit rappel sur leur agenda. Juste ça permet d'avoir une vision globale sur ce qui est en train d'être fait de notre côté, du côté des designers. Puis c'est cool aussi en rétro parce que quand on a fini la rétro on check un petit peu tous les tickets qui ont été mis en done et ça permet de se dire ok c'est bien, on a fait pas mal de trucs.
Alors après, on a des... Juste, c'est quoi la différence entre la rétro au bout de 6 semaines et le point d'étape au bout de 3 semaines? Alors la rétro, c'est plus un récapitulatif des 6 dernières semaines de ce qui s'est passé. Okay. Et le work overview, c'est vraiment, on se présente nos designs, ou alors on se présente, on est vraiment sur, on regarde des écrans, tu vois. On est sur Figma, on est en train de se parler de nos plans de recherche, etc. La rétro, c'est une rétro. C'est qu'est-ce qu'on a fait pour s'améliorer, etc. Okay. On a un workshop sur le design system. Qui est toutes les 8 semaines, je crois, où en gros on se réunit parce que l'ownership du design system appartient à tous les designers. On a un général, on a un capitaine qui est le fantastique designer Thomas. Mais en tout cas, la responsabilité du design system appartient à tous les designers. Donc toutes les 8 semaines, on se voit. On a un Slack dédié si on a des sujets, par exemple sur des components qui sont en train d'être ajoutés, ou en tout cas qui sont en train d'être ajoutés dans des designs, et on se pose la question de est-ce qu'on les rajoute ou pas dans le DS, etc. D'autres considérations aussi, ça peut être des opinions sur certaines choses, ça peut être de l'amélioration du DS qu'on a fait pendant un long moment avec il faut plus de documentation, etc. De toute façon, le design system, c'est un produit dans le produit, donc ça s'améliore toujours. Il y a cette partie-là. Ensuite, on a, que je n'oublie pas, donc on a le design system workshop. Ensuite, on a des choses un petit peu plus conceptuelles, entre guillemets. On a un workshop entre nous qui s'appelle le design fiction. C'est toutes les 8 semaines et en fait l'objectif de la design fiction, c'est de les faire sortir de leur projet. On s'amuse un petit peu, entre guillemets. Alors on s'amuse en restant dans les limites du product design et d'Agora Pulse, mais c'est en tout cas de les faire sortir de leur feature, de leur squad, de leur projet actuel et de réfléchir à des choses ensemble, de s'amuser un peu créativement et de s'amuser aussi un peu en UX. Donc ça peut être, je crois que c'est sur 3 choses. La première, ça peut être du concept. La deuxième, ça peut être des écrans. Et la troisième, je ne m'en souviens plus. Et en gros, donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà eu des discussions sur à quoi ça ressemble le design d'interface d'Agora Pulse en 2024. Donc on est tous ensemble et on se met à discuter, on se met à faire typiquement, on fait un petit atelier d'idéation où on travaille ensemble des écrans, etc. Ça peut être aussi en termes de process. À quoi ressemblera l'organisation design d'Agora Pulse en 2024, 2023, 2024. Ça peut être aussi des conversations, encore une fois, qui restent dans le thème de la fiction, sur des choses un petit peu plus micro, sur certains components qu'on aimerait voir évoluer, ou alors plus de micro-interactions. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnages? Est-ce que ces personnages, on décide de les inclure ou pas? Une des dernières design fiction, c'était justement comment est-ce qu'on fait pour faire rayonner Agora Pulse dans l'année qui va suivre, dans l'écosystème du design français. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, ça peut être très conceptuel ou très comment dire, main dans le cambouis. Donc c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement parce que c'est fun pour eux. C'est hyper intéressant, c'est la première fois que j'entends ça, j'ai l'impression que vous prenez vraiment le temps de step back, désolé pour l'anglicisme. Pas de souci. Pour justement pouvoir améliorer votre vision pour pouvoir améliorer votre vision à long terme, pour savoir ce que vous allez faire, pour savoir comment vous allez vous structurer et comment vous allez évoluer. Je crois que c'est effectivement un format, j'en ai pas souvent entendu parler et je suis content parce que eux ils aiment ça. C'est quelque chose qui les fait, encore une fois, qui les fait sortir de leur quotidien. Ça les fait sortir de ce qu'ils font et ça permet de se retrouver ensemble. Et la plupart du temps, ça donne aussi de bons insights, de bons outcomes. Et puis voilà. Ensuite, on a notre Figma Cleanup. Alors ça, c'est toutes les 3 semaines. Donc le Figma Cleanup, c'est quoi? C'est simplement quelque chose que tous les designers font ou devraient faire. C'est un rappel dans leur agenda je crois que ça dure 1h30. Et c'est un rappel toutes les 3 semaines. Bon, mais on fait un peu de ménage dans nos fichiers. Donc aujourd'hui, chaque designer a sa propre squad. Donc il a son propre dossier dédié dans Figma. Et au fur et à mesure, on va parler de dead design. On a de la dead design qui s'accumule dans nos Figma. Et l'objectif, c'est de leur faire avoir ce réflexe, simplement de mettre un petit peu d'ordre, que ce soit dans l'appellation de leur fichier ou dans la manière dont c'est organisé, dans ses rangées, etc. On a quoi d'autre? Alors, ça pour moi, c'était super important, super méga important. C'était notre UX Research Day. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? On a des designers qui sont
bon, les juniors qu'on a recrutés aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'ils sont là, donc ils sont plus juniors, ils vont vers confirmer. Aujourd'hui, on a des designers confirmés, on a des designers seniors. L'objectif, c'était, vu on a des product designers, l'objectif, c'était de leur faire avoir le réflexe d'avoir un jour dédié à la recherche. Donc, de leur dire, ce jour-là, c'est votre jour dédié à l'établissement d'un plan de recherche, l'établissement d'un questionnaire, vos user interviews, faire une sélection d'un segment d'utilisateurs avec votre PM, etc. L'objectif, c'était vraiment de leur imposer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas de leur rappeler que ça doit faire partie intégrante de leur emploi du temps. Voilà. T'intègres dans la user research aussi toute la partie analyse data, donc plus avec j'imagine que vous avez des data analysts ou des product data analysts. Est-ce que vous intégrez cette partie-là dans la user research ou c'est vraiment de la recherche plus quali que quanti Alors, on a un département data. Ça, c'est un vrai sujet dont tu es en train de parler justement. Pour moi, c'est la prochaine étape de ce qu'on fait. C'est en gros aujourd'hui, tu vois, le fameux triangle de pourquoi on fait les choses, c'est la user research. On fait les choses, c'est la partie idéation et la partie livraison, c'est la partie design d'interaction, UI, etc. Et la dernière partie, c'est comment on mesure l'efficacité de ce qu'on a fait, des choses qu'on a fait, c'est la data. Pour moi, on a fait le premier, on a fait le deuxième, on est vraiment en voie de faire le troisième. Okay. Mais pour l'instant, ça, c'est quelque chose qui est encore au nez par le département data. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore travaillé vraiment par les designers. Et ça, normalement, c'est ce que je leur ai dit. En tout cas, j'espère tenir ma promesse. Je suis en train de préparer un atelier justement qui s'appelle le ROI de l'UX et où on va travailler avec chaque PM et avec chaque designer. Et pour chaque squad, on va établir ensemble des métriques UX, essayer de les relier aussi aux OKR et aux KPI de notre boîte pour qu'ils aient quelque chose, pour simplement mesurer l'efficacité de ce qu'ils ont fait. Ah, ça tombe bien. Je voulais justement te poser la question de comment tu réfléchis justement à comment comment tu aides tes designers à savoir s'ils ont rempli leurs objectifs ou comment ils doivent les atteindre, etc. Mais tu as répondu. Et j'en avais un dernier. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais pour moi, c'est le plus important en vrai. C'est le UX UI Level Up. En gros, tous les mois, alors des fois, on n'arrive pas à le faire tous les mois parce que mine de rien, c'est du travail. C'est une montée en niveau des designers sur un sujet, sur un thème prédéfini. Où en gros l'objectif ça va être donc on choisit un thème ensemble. Ce thème ça peut être l'UX writing, ça peut être les surveys type System Usability Scale, Deep, etc., CSUQ, etc. L'objectif ça va être de choisir un thème. Moi je leur donne des articles à lire, des articles ou un bouquin, ça arrive moins parce que quand même, des articles à lire sur toute la semaine. Ensuite, on se voit le vendredi et il y a 2 formats. Soit le format, c'est un format de discussion. On va parler, par exemple, de comment bien présenter ses designs ou de bien manager le feedback. Soit c'est un format de discussion, soit c'est un format directement de workshop. Ou par exemple, là, je parlais de bien manager le feedback. On a fait tout un workshop sur des exercices à avoir une espèce de framework pour bien répondre, bien présenter aux stakeholders et à son équipe la manière de présenter ses designs. Et pour moi, c'est ultra important parce que ça les fait monter en niveau. Ils sont contents. Moi aussi, ça rejoint un petit peu le côté prof dont je te parlais tout à l'heure où c'est là que je vois un petit peu ce que ça m'a apporté. Et voilà, j'ai fini avec les UX workshops et meetings. Non, t'inquiète, ça regroupe plein de choses. J'imagine que vous avez aussi des critiques. Là, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que ça fait aussi partie de vos process de faire des... Alors, les design critiques, c'est quelque chose, mes designers ne voulaient pas le faire pendant longtemps. Ces gros fainéants, ils voulaient pas le faire pendant longtemps parce que ça les responsabilisait d'une certaine manière. Et j'ai fait le filou et j'ai fait accepter les design critiques sans qu'ils s'en rendent compte, entre guillemets, ou en les faisant verbaliser le fait que c'était cool de faire ces exercices-là, littéralement. Voilà. Et on était dans une salle de réunion et les gens disaient mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est une design critique en fait. Donc vous aimez bien faire ça, donc on va le faire. Donc ce qu'on fait, c'est que les design critiques, elles prennent forme. Il y en a 2. La première, c'est justement les work overview dont je te parlais. Si jamais quelqu'un a quelque chose à présenter et il a besoin des designers, il va le dire. Il va dire voilà, je vais vous présenter des choses, je vais avoir besoin de votre avis. Et donc dans ce work overview, on va avoir un instant design critique dedans. La deuxième, c'est énormément de design critique asynchrone entre guillemets sur Slack. J'imagine qu'il y a beaucoup d'équipes design qui font ça aussi.
Et on a un designer qui envoie une solution, contexte tout le temps, j'explique le contexte, je place, j'ai cette proposition-là. Et ensuite, on a des designers qui vont faire par exemple des vidéos Loom, simplement des vidéos pour donner leur feedback, etc., donner des indications. Mais voilà les deux manières qui ont été filoutées pour responsabiliser les designers quant au travail des autres designers. C'est intéressant. Vous faites ça entre vous? Vous faites pas participer des PM ou... Alors, si la question c'est est-ce qu'il y a des PM et des engineering managers et des développeurs qui regardent ce qu'on fait en termes de design et qui ont un droit de modification dessus, évidemment, mais c'est pas au même moment. C'est pas au même moment. Quand on fait des designs critiques, la plupart du temps, c'est en amont. C'est avant de présenter dans leur squad respective. Ou d'ailleurs, après, en fait, ça dépend des situations. Hein, rien n'est ancré dans le marbre. Mais en tout cas, les designs critiques se font entre designers, ouais. Ok, merci beaucoup. Comme tu en as parlé, on va aborder le sujet tout de suite. Enfin, c'est toute cette montée en compétences, tu as vraiment expliqué comment vous faites. Mm-hmm. Je trouve ça ouf parce que vraiment dans ce podcast, je parle souvent de monter en compétences. Comment justement les équipes réussissent à monter en compétences. Et je trouve que c'est toujours un point qui est un peu mis de côté, où c'est toujours on n'a pas le temps de le faire, c'est un peu compliqué. Je trouve ça un peu dommage. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'ouvrir aussi, encore une fois, à des gens extérieurs du design pour justement un peu évangéliser, continuer à expliquer ce que c'est que le content design, par exemple, ce que c'est que la recherche, etc. Ou est-ce que c'est vraiment entre les designers et après les designers vont répondre la bonne parole dans leur squad? Alors, déjà, ça nous arrive de faire des workshops, par exemple, sur la user research, où les PM sont invités, où qui veut vient, d'une certaine manière. Donc, l'objectif, c'est de partager la connaissance. Est-ce que ça pourrait être encore plus fait et encore mieux fait? Je pense oui. Le problème, c'est que aujourd'hui, je me demande encore si on pourrait avoir des moyens, des canaux plus efficaces, simplement envoyer des messages sur Slack. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tu peux le voir, on a des bureaux où je dirais 75% des gens d'Agora Pulse ne sont pas dans les bureaux. Donc, on fait passer des artefacts. En fait, on fait passer des artefacts de recherche, on fait passer des artefacts d'update de ce qui a été fait pour communiquer dessus. Le problème, c'est que ça reste, c'est mon avis, hein, mais ça reste des communications Slack. J'adorerais qu'on puisse organiser des choses à plus grande échelle. Okay. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait pas assez aujourd'hui. C'est un autre point que tu peux ajouter dans ta liste. Vous opérez dans combien de pays? Tout à l'heure, tu parlais des équipes en Angleterre. Lapsus. Tu parlais des équipes aux États-Unis. Tu parles d'une partie des équipes en Argentine, l'Europe. Enfin, vous êtes sur combien de pays techniquement? Alors, on est sur 14 pays. Ok. On est sur 14 pays différents, ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de recherche utilisateur. Donc, je pense que tu vois où je veux en revenir. Comment vous faites pour faire de la recherche sur 14 pays? Je sais que c'est les réseaux sociaux que normalement c'est censé marcher à peu près de la même façon partout, mais encore une fois, chaque pays a ses spécificités. Comment vous faites? Parce que c'est plus simple d'accueillir des gens dans vos bureaux ici, mais vous pouvez pas aller partout non plus. Donc comment ça se passe? Déjà, je pense qu'on a de la chance aujourd'hui avec le fait que la recherche utilisateur elle puisse se faire en remote. Donc je dirais que c'est pas vraiment un bloqueur pour nous. Après, est-ce qu'on a assez fouillé entre guillemets? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions de se dire effectivement on peut avoir des insights qui vont être différents en fonction d'une culture et d'une autre? Alors entre la culture américaine et la culture européenne, je dirais qu'on prend pas trop de risques. Et encore, par contre, effectivement, si on commence à avoir, je sais qu'on a une base d'utilisateurs assez conséquente aux Philippines, par exemple. Peut-être qu'il faudrait se poser ces questions à un moment. Ouais. Est-ce que vous avez des relations avec le service client et les commerciaux pour récupérer aussi les inputs que eux ils ont? Bien sûr. Bien sûr. C'est intégré dans votre méthode de recherche? Comment ça se passe? En fait, là, on en vient à un autre, Sébastien, si tu m'entends, on en vient à un autre problème où est-ce qu'on centralise toute cette recherche? Comment on la rend accessible? Comment on la rend c'est dingue, depuis que j'ai chopé le Covid, j'oublie des mots. Comment on la rend digérable, et on se pose la question on a notamment des choix qui se portent sur certains outils, mais on a peur qu'un outil soit en compétition avec un autre. Moi, je suis un gros défenseur de Dovetail, mais il rentre en compétition avec un autre outil qu'on utilise, qui est Harvester. Donc pour l'instant, on a
on a cette capacité, ou entre guillemets, on a tous ces insights qui sont mis sur Slide qui est un Notion que vous connaissez sans doute. Le problème, c'est que ce n'est absolument pas centralisé, ou en tout cas, si on veut faire du coding ou si on veut établir des labels ou des tags, on peut pas. Hein? Voilà, donc le message est passé. non, mais c'est une solution qu'on est en train de mettre en place. Et en tout cas, ce qui est pris, il y a cette communication, que ce soit dans notre département de user research ou chez les PM, chez les PMM, il y a cette communication interdépartement, parce qu'on sait très bien que notre support chope du feedback dont on a besoin, où il y a des insights, il y a des choses à aller prendre. Donc c'est pas laissé de côté, ouais. Ça me rassure, je suis pas le seul à galérer sur quel outil utiliser pour mettre tous les insights et tout. C'est la même galère de mon côté. C'est vrai? Ouais, c'est pareil. Tu sais, tu dis quel outil, nous on utilise Notion, mais tu peux pas coder et tout ça. Donc en fait, c'est la même galère. Ouais. On est tous, je pense qu'on en est tous, tu sais, arrivé à un point où maintenant que le design system est passé, la recherche est acceptée. Tu dois dire, bon, ok, maintenant comment on systémise la recherche? Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. J'ai encore quelques petites questions à te poser un peu par-ci, par-là. On a beaucoup parlé de tout à l'heure de tout ce qui était marketing, de changer l'image de marque dont vous êtes occupé. Aujourd'hui, comment ça se passe plus tout ce qui est tone of voice, est-ce que c'est le marketing qui s'en occupe? Est-ce que c'est la partie brand design qui s'en occupe? Et question sous-jacente, c'est comment vous intégrez ce tone of voice dans le produit? Ok. Alors, le tone of voice, c'est le marketing qui s'en occupe. C'est le marketing US. C'est justement, pour nous, c'est un peu compliqué des fois d'avoir cette collaboration qui pourrait être, même si je suis vraiment un gros défenseur du remote, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont tellement plus simples quand on est dans les mêmes bureaux. Ça se voit tous les jours, hein, que ce soit pour des collaborations entre squads ou justement des collaborations interdépartementales. Interdépartement, pardon. Je suis désolé, c'est la fatigue. Et il y a des choses aujourd'hui, voilà, par exemple, le tone of voice est fait par le marketing US. Nous, on aimerait beaucoup pouvoir avoir un champ d'action là-dessus qui passerait par d'autres canaux que faire des réunions Slack, entre guillemets, des réunions Zoom plutôt. Donc aujourd'hui, il y a ce champ d'action qui est fait par le marketing. On a, après c'est mon avis, mais pour moi il y a un espèce de trou dans la raquette aujourd'hui. C'est par rapport à ton autre question, comment ça se matérialise dans le produit. Qu'aujourd'hui nous on a défini un tone of voice par rapport à la manière dont le produit se parle à l'utilisateur qui est légèrement différent. D'accord. Donc normalement le tone of voice il est censé découler de ça. D'ailleurs je pense dans des podcasts précédents, je pense avoir les mêmes problématiques que certaines personnes qui on a besoin du UX-Writer. Envoyez-moi vos CV, merci. J'allais te demander si tu recrutes. Mais voilà, en fait, on a beaucoup de choses à améliorer. Hein. Je suis le premier à le reconnaître. Après, ça fait 2 ans et demi qu'on a créé tout ça. Donc, tu vois, je sais par exemple que si on parle d'accessibilité, je crois que c'était au podcast de PayFit que je me suis dit mais oui, mais moi c'est pareil, c'est exactement ça. On a tellement de choses à rattraper. Il y a encore des choses sur lesquelles tu vois on a des choses à améliorer, mais c'est aussi ça qui est cool. C'est normal. C'est ce que tu disais en fait. Comme tu as tout à construire, si tu découvres et puis ça s'arrêtera jamais. Ouais. J'imagine en plus ça doit être la même galère pour tout ce qui est traduction quand tu es sur 14 pays. Si tu dois faire un tone of voice, c'est les designers qui font le contenu chez vous, le contenu produit. Concernant les différents langages, je veux même pas en parler. Pas de souci. Non, c'est encore des sujets à amélioration. Alors on va dire ça. On est loin d'être parfait là-dessus. Comme beaucoup de boîtes. Ouais, comme beaucoup, t'inquiète. Ok, ça rassure. Nous aussi, on a ce problème-là, t'inquiète pas, où des fois tout marche bien, puis d'un coup t'as l'allemand, et puis en fait plus rien ne marche, et donc t'es en galère absolue, mais aucun problème. Vous bossez avec des freelances aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure? Pas dans le produit. Pas dans le produit, sur la brand. Comment ça se passe cette relation du coup avec les freelances? Parce que surtout sur la brand, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu dur d'infuser en fait la culture d'une boîte à quelqu'un qui bosse pas dedans. Enfin, qui n'est pas à 100% dans cette boîte. Est-ce que c'est quelque chose que tu as avec les freelances de ton équipe qui... Alors pour le moment non, parce que la stratégie en fait ça a été quand on a refait le branding, quand on a sorti le nouveau site internet, moi j'ai littéralement passé un mois à faire des assets de marketing sur plein de formats différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, chez Agora Pulse, on a des podcasts, on a des images des headers de blog, on a des émissions qui sont faites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des événements, on a des posts Instagram, etc. J'ai passé un mois à faire des assets. L'objectif, c'était, ok, je vous donne ces templates-là.
Là, on est tranquille pour 1 an et demi, entre guillemets. Et vu que la majorité des choses qu'on poste ont toujours le même format d'une certaine manière, donc les podcasts, etc., ça tu connais bien. Et donc l'objectif, ça a été ça. Ça a été la stratégie, ça a été d'avoir un maximum d'assets. Ensuite, nous, on a une génération énorme, on a une demande énorme de la part de tout le côté marketing et social de chez Agorapulse en Europe et au marketing. Ils ont énormément d'assets à demander. Donc pour ça, pour l'instant, on fait appel à des freelances. On a quelqu'un qui est en interne, qui est un marketing design coordinator, qui est un designer expérimenté qui d'abord a travaillé en tant que designer, maintenant il travaille en tant que designer, mais son rôle c'est aussi de faire en sorte que tous les freelances soient et le contrôle qualité qu'on attend, soit au standard de qualité qu'on attend, soit aussi dans les temps, etc. Mais ça c'est plus au niveau du chef de projet, et c'est lui qui va l'idée en tout cas la consistance et la qualité de tout ça. Donc par rapport à, je pense que ça peut devenir un problème à un moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend un brand designer, et je pense que moi mon souhait ce serait d'avoir toute la force créative et toute la force UX, mais le produit ce sera toujours, je prendrai jamais de freelance pour ça, vraiment clairement, mais qu'en tout cas que toute la force créative soit dans nos bureaux, ce serait le rêve. Malheureusement, vu qu'on a des gens sur des fuseaux horaires qui sont très très décalés, qui ont des demandes qui arrivent à 2h du matin, à minuit, etc., c'est plutôt compliqué. C'est compliqué. On a eu un brand designer qui travaillait en Amérique du Sud en interne l'année dernière, il y a 2 ans je crois, et on s'est rendu compte que c'est compliqué en fait d'avoir quelqu'un en full time qui n'est pas là avec nous à tous les workshops qu'on fait, à toutes les réunions, etc. Donc à un moment, je pense qu'il faudra peut-être trouver une autre solution. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce format-là fonctionne. Ça marche. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du fait que vous recrutiez des UX writers, mais j'ai vu que vous recrutiez aussi un product design manager. Oui. S'il te plaît. Aide-moi. Je mettrai les liens dans la description. Je n'y manquerai pas. Mais du coup, c'est pour faire évoluer ton rôle vers quoi? Et le product design manager aura quel rôle par rapport à toi? Ok. Alors, en gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, je passe la moitié de ma semaine, 60% de ma semaine à faire du management. Donc à faire des design reviews, à m'assurer de la qualité de ce qui est produit par les designers. L'autre partie, alors j'en parle aussi, même si c'est pas exactement la problématique du product design manager, mais c'est aussi par rapport au marketing. Je suis tout le temps en communication avec le marketing, avec les équipes design, surtout avec la marketing design team, donc pour m'assurer de certaines problématiques où on demande mon avis, etc. Mais ça, j'ai le brand designer qui va m'aider là-dessus. Si on se concentre sur le product design, en gros, mon temps, je passe beaucoup de temps à parler aux designers, je passe beaucoup de temps à regarder ce qu'ils font, à les aider. Je suis tout le temps là, par exemple, pour faire des espèces de petites sessions entre nous de workshop où clairement ils sont bloqués, ils ont besoin de quelque chose, donc ils ont besoin d'une vue un petit peu plus macro ou d'un coup de main ou quoi que ce soit. Et en fait, je suis beaucoup dans l'opérationnel de management. Et donc, il y a cette problématique qu'il y a beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup de head of design qui l'ont, il y a beaucoup de lead product designers aussi qui l'ont, c'est que il y a le côté lead, c'est le côté établir une vision, c'est le côté pouvoir travailler sur les next steps, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça peut être sur de l'UI, ça peut être sur des process, on parlait des UX metrics, etc. Moi, c'est quelque chose sur lequel, en ce moment, je suis vraiment beaucoup. J'ai fait une formation là-dessus, Norman Nielsen, on parlera de référence tout à l'heure, pour moi, c'est clairement là. Donc il y a tout ce côté-là où qu'est-ce qu'on définit, c'est quoi les prochaines étapes. Et il y a le côté comment on fait pour maintenir ce qu'on a aujourd'hui, comment on fait pour maintenir la qualité qu'on a aujourd'hui. Et en fait, moi, je me trouve emprisonné là-dedans, où à chaque fois, je me pose la question, est-ce que là, je suis en train de leader ou est-ce que je suis en train de manager? Et il y a énormément de fois où je suis juste en train de manager. Et ça passe aussi par le recrutement qui prend beaucoup de mon temps, même si maintenant on a un talent acquisition manager, c'était pas le cas il y a pas si longtemps que ça. Donc c'était du 30 CV par jour, et puis il faut regarder les portfolios, il faut s'investir dedans, ça se regarde pas à la va-vite. Donc voilà, moi je passe une majeure partie de mon temps aujourd'hui à faire ça. Et je pense que j'ai besoin de quelqu'un, un bras droit là-dessus, de quelqu'un qui puisse manager les designers, donc s'assurer du contrôle qualité des design reviews, mais aussi de pouvoir les aider, de pouvoir mettre en place, par exemple, potentiellement les one-one que j'ai aujourd'hui avec les designers, c'est lui qui s'en charge, lui ou elle d'ailleurs. Pareil pour, alors j'ai parlé de design review, le recrutement de notre équipe product design. En fait, j'ai besoin de quelqu'un vraiment qui puisse m'assister dans le côté management des forces créatives et des forces UX qu'on a aujourd'hui, parce que ça me bouffe tout mon temps, quoi.
Donc, toi, tu veux maintenant donner le cap et avoir quelqu'un qui exécute ce cap. Ouais, alors c'est pas uniquement ça, hein, c'est ce que j'ai mis dans la job desk. C'est évidemment, moi, il me faut quelqu'un dans l'opérationnel management, au jour le jour avec les designers. Ça veut pas pour autant dire qu'on est que dans le management d'équipe et que si on fait un workshop ensemble et que tu as des idées sur la vision, je vais pas t'écouter et dire bah non, toi tu manages, toi t'as pas d'idée. Absolument pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai besoin là-dessus et c'est le profil numéro 1 que je recherche. Ouais. C'est passé. Le message est passé. Justement, tu as parlé de ressources et c'est la question de la fin. Quelles sont, toi, les ressources que tu recommanderais aux auditeurs du podcast ? Alors déjà, j'ai pas fait mes devoirs parce que tu m'as demandé avant, tu m'as dit Lucas, fais une liste de livres et je t'ai dit oui. Et là, j'ai pas de liste de bouquins, donc c'est la méga honte, tu vois. C'est la méga honte. Après, je recommanderais, j'ai tous les classiques. Alors, il y en a de chez nous. Déjà, je recommanderais Méthode UX de Karine Lallemand, qui pour moi est le livre. Et d'ailleurs, on en est à l'édition 2 là, qui est le bouquin que tout UI et UX devrait avoir. Après, il y a le bouquin de Design of Everyday Things de Don Norman, qui est le classique que n'importe quel designer devrait avoir. En tout cas, qui s'intéresse même pas juste des UX designers ou des UI, mais des gens qui s'intéressent simplement à pourquoi les choses sont faites autour de nous. Je trouve ça génial de pouvoir regarder une poignée de porte et de se dire ça a été construit avec une intention précise. En fait, ça donne un autre regard sur les choses. Je trouve ça intéressant. Là, je donne des trucs vraiment d'une banalité affligeante. Hein. Je suis sûr que tous les designers vont me dire ça va, ça on l'a depuis 15 ans. J'en profiterai quand même pour remettre la vidéo de la Norman d'or pour les gens qui veulent juste le passage sur les portes. Ouais. Parce que c'est vraiment ce truc-là est ouf. Je parlerai aussi de Hooked, qui est, je pense que c'est important aussi parce que ça apporte un côté, comment dire, ça apporte de l'introspection à ce qu'on fait. Donc Hooked, c'est simplement un livre qui parle d'une certaine manière des dark patterns et qui parle aussi de comment les GAFA entre guillemets travaillent avec des spécialistes en psychologie, en neuropsychologie pour nous rendre accros avec des mécanismes psychologiques extrêmement profond et de temps en temps très vicieux. Donc ça, c'est pour moi, c'est les trois à voir. Après, si on parle de blog, et si on parle de site internet, évidemment, c'est de regarder. Pour moi, en tout cas, c'est le Norman Nielsen Group. Je conseille aussi, et c'est ce que je conseille à tous les designers. Qui nous rejoignent ou alors qui veulent s'améliorer, je n'ai pas d'action là-bas, hein. Ils font des formations qui sont absolument incroyables. Ils font des conférences en fait avec des gens qui sont juste ultra top niveau. Vous avez des gens qui s'occupaient de l'UX chez eBay dans les années 90, chez Apple, eBay un petit peu plus tard, excusez-moi, chez Apple, UK.gov. Enfin, c'est vraiment des gens avec des parcours super, de très bons orateurs. Alors il faut parler anglais, parce que ce sont des lives en fait où vous participez, etc. Je trouve vraiment que la qualité est top. Et vu que j'ai pas fait mes devoirs, c'est les seuls qui me viennent en tête maintenant. Si tu veux, tu pourras m'envoyer une liste que je rajouterai dans la description. Comme ça, les gens iront voir dans la description cool. tout ce que tu veux rajouter. On fait comme ça, avec plaisir. Top. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers où ? C'est une bonne question, ça. Ça dépend, c'est pour faire quoi ? C'est pour les CV ? Alors, si c'est pour les CV, je pense que je vais mettre votre lien Welcome to the Jungle dedans. Si c'est juste pour te poser des questions, pour approfondir certains sujets. Bah ouais, sur mon LinkedIn, avec plaisir. Lucas Langagne. Je mettrai aussi le lien dans la description, comme ça, les gens pourront te contacter. Et Lucas, merci beaucoup. Merci, c'était cool. C'était hyper dense, hyper intéressant, c'était top. Merci beaucoup. Merci, j'espère de pas trop m'être dissipé. On s'est dit plein de choses. On a dit plein de choses, ouais, mais c'était hyper intéressant, de très très bons sujets et un très très bon recul sur tout ton parcours et ce que tu fais maintenant chez Agorapulse, et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.